Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Toujours un plaisir de vous retrouver. Je veux vous lire des commentaires tout de suite. En passant, continuez. Là, vous êtes nombreux à nous écrire à chaque semaine et chaque commentaire est lu. Puis j'espère toujours que nos invités les lisent aussi parce que ça donne tellement un sens à tout ce qu'ils viennent dire devant moi, de vous lire, à quel point ça outille les gens, ça divertit aussi et ça vous fait connaître des nouvelles personnes. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, j'ai commencé à l'écouter, je n'étais pas sûre et finalement, je l'ai fini et j'ai découvert quelqu'un. » Ça, c'est un grand compliment. Il y a José ici qui parle d'Alexandre Ossan alias Mona de Grenoble, puis elle dit « Adorable ». J'ai 62 ans et je suis toujours très impressionnée de voir de si jeunes gens être aussi allumés, conscients, engagés. Ce qui n'est pas mon cas malgré mon âge. Je me suradapte toujours trop. Bref, bel humain cet Alexandre. Merci pour cette superbe rencontre. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous parler de suradaptation. C'est un thème, je pense, qui a fait en sorte qu'il y en a qui ont compris qu'est-ce que ça voulait dire se suradapter, puis à quel point ça pouvait être déterminant dans notre vie. On a Francine qui dit « C'est toujours édifiant et enrichissant d'écouter le parcours de vie de l'invité qui se dévoile car on y retrouve presque tout à coup un pan de son histoire qui nous rejoint, nous touche et nous parle. Merci, M. Denis Bouchard, d'avoir délaissé votre petit coin de paradis quelques heures pour nous offrir avec générosité ce beau moment. » Je peux juste vous dire que Denis, après son passage ici, c'était la première fois qu'il participait à un podcast, m'a appelé. Puis il m'a dit « Écoute, peut-être que j'ai trop parlé, je ne sais pas quoi penser. J'ai parlé d'un paquet de choses dont je n'avais jamais mentionné les histoires. Je n'avais jamais raconté ces histoires-là. Et finalement, comme je le sentais insécure, j'ai demandé à l'équipe de lui envoyer l'épisode avant qu'on le diffuse, l'épisode d'Ouvre ton jeu. Finalement, il m'a laissé un super message en disant « Ne change rien, tout est parfait. Quand je l'entends dans son ensemble, tout a de l'allure. » Et ça, je l'ai trouvé très généreux. Donc, il a tout laissé ce qu'il avait dit. Mais Denis Bouchard, c'est vraiment quelqu'un à découvrir. Si vous n'avez pas vu cet épisode-là, vous savez, tous les épisodes d'Ouvre ton jeu sont disponibles, soit, entre autres, sur YouTube, là, sur la chaîne YouTube Marc-Claude Barrette, ils sont tous là, ou encore sur les chaînes de diffusion de podcasts. Tous les épisodes sont là. J'aimerais vous dire que le nouveau jeu, Ouvre ton jeu de table, le jeu de table qui parle aux couples, qui s'adresse aux couples et aussi à ceux qui font des premières rencontres, ces premiers rendez-vous, des fois où on ne sait pas trop, on ne veut pas être malhabile, on n'ose pas trop poser de questions. Le jeu peut vous aider. On a une série de questions pour ces premières rencontres-là. Évidemment, plusieurs questions pour les couples. Le grand défi, savoir s'écouter. Des fois, en couple, c'est ça qu'il y a de plus difficile. Si ça vous intéresse de venir nous voir sur scène, parce qu'on va faire plusieurs Ouvre ton jeu sur scène dans les prochains mois, rendez-vous sur ouvretonjeusurscène.ca. Vous allez voir les invités, les dates. Si vous êtes disponible, venez nous voir. C'est quand même une expérience qui est complètement différente de faire Ouvre ton jeu devant public. Et peut-être que vous allez venir sur scène parce qu'avant que l'invité arrive, je fais monter des gens de la salle sur scène pour répondre à une question. Ça devient un Ouvre ton jeu express. On pige vos noms et là, vous venez me rencontrer. Alors, on vous attend en grand nombre. Rendez-vous sur ouvretonjeusurscène.ca. Nos partenaires, Marie Club, Espace Bien-être, Espace Mieux-être, pardon. Et si ça vous intéresse de faire partie de cette grande communauté qui est le Marie Club, vous pouvez vous rendre sur marieclaude.com. Et si vous décidez d'y aller avec un abonnement annuel, le code promo Club10 et vous aurez 10% de rabais. Karine Jonca, qui est la partenaire principale d'Ouvre ton jeu, vous offre 15% de rabais si vous allez faire des achats en ligne. Et le code promo Ouvre ton jeu 15. Accédez aussi à des promotions spéciales et des rabais exclusifs en réservant
une démonstration à domicile avec Eros et compagnie, parce que Eros est un de nos partenaires. Vous savez, on a le niveau rose, qui est le niveau Eros et compagnie. Donc, vous pouvez vous rendre sur leur site et si vous faites des achats en ligne, ils vous offrent le code promo ROSE15 qui est pour 15 % de rabais. Et je vous rappelle que Optoréseau, qui est aussi un partenaire, parce qu'on a aussi cette question-là, Optoréseau, vous épargnez 100 $ à l'achat de verres progressifs de haute précision en clinique seulement et dépêchez-vous parce que c'est jusqu'au 31 mars. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Patreon, qui est vraiment une chaîne de diffusion de podcasts où il y a énormément de gens qui sont là avec leur podcast. Vous l'avez une semaine à l'avance. Il n'y a pas de publicité. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur Patreon, faites Ouvre ton jeu, puis vous allez arriver dans les offres qu'on vous fait. Et aussi, le Marie Club sont là, les épisodes sont là une semaine à l'avance, sans publicité. Alors, voilà ce qu'il y en est pour nos partenaires. Maintenant, je veux remercier l'équipe. Caroline Dionne à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette, création numérique, Étienne Collard, captation, Jérémy Boucher, réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je la connais depuis qu'elle est toute petite j'ai connu sa famille. Je le sais à quel point c'est une femme qui a encore beaucoup à nous offrir, mais de connaître quelqu'un toute jeune et de la voir s'émanciper, s'épanouir comme ça dans le milieu artistique, je trouve ça très touchant pour moi de la voir rayonner de cette façon-là. Et là, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé, donc je suis vraiment, vraiment contente de la recevoir aujourd'hui. Je vous parle de Pascale Renaud-Hébert. Alors, c'est l'invité de ce podcast. Alors, je laisse toute la place à Pascale. Puis moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui m'ont dit, c'est pas juste des amis, là, des femmes autour de moi, des mères qui m'ont dit, j'adore mes enfants, puis m'imaginer sans eux, c'est impossible. J'imagine que mes enfants sont plus là, puis j'ai un trou dans le cœur. Mais je pourrais m'imaginer une vie sans enfants et elle me conviendrait. Puis ça, j'avoue que c'est au-delà de comme me faire dire c'est l'enfer, on a de la boue. Ça, c'est comme, bien sûr, c'est sûr, c'est l'enfer. Pour des enfants, c'est sûr, t'as de la boue dans le toupette, t'as plus de temps de manger, plus de temps de te laver, t'as comme... C'est plein de périodes. C'est ça. C'est des hauts, c'est des bas, oui. Mais cette idée très rationnelle oui. que la vie se peut aussi sans enfants, puis elle peut être très belle, c'est comme si... C'est nouveau pour moi d'entendre ça. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Aujourd'hui, je suis vraiment fière de recevoir cette jeune femme-là. Je l'ai connue, elle était, je vous dis, à peu près haute comme ça, peut-être un peu moins. C'est une fille qu'on voit à peu près partout. On la voit devant les écrans, elle travaille aussi derrière. Elle fait plein d'entrevues un peu partout, puis à chaque fois, je la trouve super inspirante. Vraiment, j'ai comme l'impression que c'est une fille qui va être dans le paysage artistique pour plusieurs années. Je parle de Pascale Renaud-Hébert. Bienvenue, Pascale. Merci, Marie-Claude. Et j'ai eu ton nom comme il faut. Oui. Hein? J'ai eu de la misère, on dirait, avec Renaud-Hébert. Pourtant, c'est un nom que je connais depuis longtemps. Écoute, t'es vraiment belle à voir. Ah, c'est fin. Je veux dire, t'évolues dans toutes les sphères. Est-ce que tu te sens libre? Parce que tu fais tellement de choses différentes. Mais je me sens libre. Je fais plein d'affaires. Je me sens vraiment choyée aussi. Tu sais, quand j'ai fini le conservatoire, moi, j'ai fait un bac à l'UQAM en stratégie de production. Puis après ça, j'ai travaillé en télé comme coordonnatrice de production pendant 1 an et demi. Puis j'étais pas très heureuse. Fait que je suis allée faire mes études au conservatoire. Je suis allée à Québec 3 ans en jeu. Puis déjà, on dirait que prendre cette décision-là, tu sais, j'avais 22, 23 quand je rentrais à l'école de théâtre. C'est comme si déjà prendre cette décision-là, je mesure encore plus la chance que j'ai parce que j'ai fait un choix drastique à un moment de ma vie. J'ai
complètement changé. Puis j'ai fait vraiment ce que j'avais envie de Parce faire. que tu aurais pu faire une carrière. Ah, ben oui. Comme productrice en télé. Oui, là. complètement. Mais oui, si j'avais juste continué, tu sais, puis aussi, je pense que chaque fois qu'on commence dans un milieu, c'est peut-être plus difficile, tout ça. Puis j'aurais fini par trouver mon compte, mais il y avait vraiment un appel artistique en moi. J'avais envie de faire ça. Fait que de prendre cette décision-là puis de prendre un risque, finalement, ça fait que aujourd'hui, dès que j'ai fini l'école, en fait, c'est comme si je me disais, aïe, je suis tellement chanceuse. Fait que rapidement, moi, je me suis mis à écrire. J'avais pas de travail comme comédienne, fait que je me suis mis à écrire du théâtre puis à faire de la mise en scène. Puis, fait que ce qui fait que maintenant, parce que au départ, par obligation, on va dire, ou par défaut, si on veut, je me suis mise à écrire puis à faire de la mise en scène. Finalement, j'adore ça. Mais maintenant, ça fait que j'ai plusieurs cordes à mon arc, mettons. Puis moi, ça me rend très heureuse parce que je pense que je me sentirais pas si épanouie de faire juste une chose. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as décidé d'aller à l'École nationale de théâtre? Je me souviens d'avoir une discussion. Moi, j'étais avec mon chum, Nicolas Ouellette. J'étais avec lui depuis l'université. Fait que j'avais 21 ans quand on a commencé à sortir ensemble. Puis je me rappelle avoir une discussion avec lui où j'ai dit je suis pas bien, on dirait que c'est pas ça que je veux faire. Puis c'est lui qui a dit mais fais tes auditions, fais-le. Puis là, j'ai comme fait OK. Puis là, j'ai fait mes auditions, mais j'en ai pas beaucoup parlé autour de moi parce que c'est comme si je pense que j'étais un peu gênée. Comme si je trouvais ça un peu pas loser, là, je veux pas dire ça, mais il y avait une partie. Je pense que j'avais peur finalement de l'échec, que ça fonctionne pas, puis après ça, de devoir dire au monde, ouais, mais c'est ça, ça n'a pas marché. Fait que Nico le savait, quelques amis, puis ça, c'est vraiment un moment comme clé dans ma vie, dans ma décision. Puis tu l'as jamais regretté, cette décision-là? Oh my God, jamais, jamais, jamais. Puis c'est que moi, très jeune, c'est ça que je voulais faire. Je voulais être comédienne. Je voulais être comédienne ou gardienne d'enfants. Là. C'était comme mes deux options. Je sais pas pourquoi. Puis, à un moment donné, en vieillissant, au secondaire, je me suis mis à faire de l'impro. C'était très présent en moi. Là. Je veux faire ça. Je signais des autographes à ma mère. Là, puis, à un moment donné, je suis devenue comme très, très impliquée à l'école, puis beaucoup dans l'organisation. Puis, c'est comme si ce rêve-là est devenu un peu... c'est comme si, rapidement, je me suis dit, c'est une affaire d'enfant, tu sais. Fait que j'ai fait mes études après ça au cégep en communication, puis je suis rentrée à l'université en communication, comme si c'était pas pour moi, cette affaire-là. Parce que t'as pas de gens dans ta famille non plus qui viennent de ce milieu-là, du milieu artistique. Non, j'ai personne. Mais tu sais, j'allais à la LNI, moi, toutes les semaines au secondaire, puis mes parents, ils me faisaient des livres là, jusqu'à Montréal. Ils attendaient tout le long du match dans leur auto. Là, tu sais, c'était comme, ils venaient voir mes spectacles de théâtre ou d'impro, tout ça. Fait que mais à ce moment-là, tu n'as pas passé quand même des auditions. Après le secondaire, non. Puis je suis même pas allée en théâtre au cégep dans un programme, mettons, en Orélette. Je suis rentrée en communication. Fait que c'est comme si... Mais moi, j'ai l'impression que, tu sais, les enfants sont extrêmement connectés sur leur instinct. Là, j'ai faim, je mange, je suis fatiguée, je dors. Je suis pas contente, je crie ou je pleure. Mais on dirait que plus on vieillit, c'est comme si cet instinct-là, on le tait ou on le fait taire, puis on se fait quand même apprendre, je trouve, assez rapidement dans notre vie à pas nécessairement écouter l'instinct. Mm-hmm. C'est beaucoup qu'est-ce qu'il faut faire, puis comment il faut faire les choses, puis il faut que tu aies des bonnes notes, puis il faut que tu réussisses, puis il faut que tu aies des amis. Puis moi, je suis une très bonne élève. Fait que moi, c'est comme si cette structure-là, j'ai compris que c'est ça qu'il fallait faire. Ce qui fait qu'on dirait que je me suis complètement déconnectée de mon instinct qui me disait, c'est ça que tu veux faire, tu veux être comédienne ou... Jusqu'au point où j'ai fait mes études, là, j'ai fait mon DEC, j'ai fait mon bac, j'ai travaillé en télé, tu sais, comme... J'étais malheureuse comme les pierres. Puis, à un moment donné, puis moi aussi, rapidement dans ma vie, j'avais l'impression d'être un petit peu un pied dans la tombe. Je sais pas pourquoi. À ma fête de 10 ans, là, je pleurais, puis là, ma mère est venue me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Elle pensait que tu sais, les gens m'avaient chanté bonne fête. T'as eu trop d'attention. Puis j'ai dit non, encore 6 fois comme ça, puis je vais avoir 60 ans. 6 autres dizaines. Tu comptais ça déjà par tranche de 10 ans. Oui, c'est bizarre quand même. Là, tu trouvais que ça passait vite. Oui. Fait que c'est comme, imagine à 22, là, quand j'ai 22 ans, j'ai mon bac, là, je pourrais avoir ma carrière, puis là, je me dis,
je vais aller au conservatoire. Fait que ça m'a demandé, dans ma nature, comment je fais, ça m'a demandé d'être vraiment connectée à moi, là, puis à mon instinct, puis de faire, c'est ça que je veux, vraiment. Fait que, impossible aujourd'hui que je regrette cette décision-là. Premièrement, je suis tellement épanouie dans mon travail, puis je me sens à ma place. Ah, t'as tellement de l'air à ta place. Mais je me sens de même, en tout cas. Oui, parce que j'ai l'impression que t'es arrivée dans le milieu puis qu'on t'a vu partout. C'est-tu allé vite? Non. OK, c'est comme une impression qu'on a quand... Ben, c'est un peu, je pense que c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que moi, j'ai fini mes études au Conservatoire à Québec en 2014. Fait que ça fait 11 ans. Fait que les premières années, je travaillais beaucoup à Québec. J'écrivais des pièces de théâtre, je faisais de la mise en scène. Puis là, en 2016, j'ai fait M'entends-tu avec Florence, puis j'ai eu un rôle dans M'entends-tu. Mais ça n'a pas comme explosé, là, tout d'un coup. Puis là, après ça, à cause de M'entends-tu, là, j'ai eu un petit rôle dans Entre deux draps, puis un petit rôle dans Sans rendez-vous. Puis là, ces deux rôles-là, qui devaient être des rôles de un épisode, sont revenus dans les saisons subséquentes. Puis là, après ça, moi, je travaillais comme scénariste avec une boîte de production qui s'appelle Passego. J'avais travaillé sur la saison 2 de Pour toujours plus un jour. Puis à un moment donné, j'avais dit au producteur au contenu, et j'avais dit, Patrick, je le salue, j'avais dit, hey, moi, je veux juste te dire, je suis comédienne puis j'aimerais ça jouer. Fait que si à un moment donné, vous pensez à moi, là, je serais bien contente. Puis quelques mois plus tard, ils m'ont appelé, puis lui, il l'a dit à l'équipe, là, au producteur chez Passego, puis aux productrices. Puis quelques mois après, ils m'ont appelé pour que je vienne faire une audition pour Chouchou, pour jouer la sœur à Evelyne. Fait que ça fait que c'est comme plein de petites affaires qui s'additionnent. Puis vraiment, le moment où ça a comme là explosé, je dirais, c'est vraiment avec... Ben là, il y a eu la conjoncture stat, je viens vers toi, veille sur moi. Tu sais, fait que là, ça fait peut-être 2 ans là, que c'est comme en ébullition. Mais j'ai toujours eu du travail, cela dit. Mais t'attends pas après les autres pour avoir du travail? Non, j'attends pas après les autres. J'ai toujours été comme ça. J'ai fini le conservatoire, j'ai écrit des shows, je les ai montés, j'ai joué dedans. Tu sais, c'est comme... Mais c'est ce bout-là que je trouve très inspirant dans ton histoire. C'est que tu développes. Oui. Tu fais les affaires, puis après ça, tu regardes si ça marche pas. Oui. Mais déjà, de le faire pour toi... C'est important, tu sais. T'attends pas nécessairement rendu au bout du chemin, qu'est-ce que ça va donner. Non. Le faire, c'est déjà un apprentissage. Oui, puis ça, c'est dans ma nature, là, tu sais, comme... Puis je fais de l'anxiété, moi, dans la vie, puis parfois, c'est devenu très handicapant, mais plus souvent qu'autrement, ça a été un moteur, justement, de pas attendre. Je peux pas attendre, je peux pas être en posture d'attente. Ça me rend tellement anxieuse, fait que ça devient un moteur pour moi. Puis... Tu sais, des fois, ce que je trouve... c'est parce que des fois, je me dis, ben non, j'attends pas. Mais en même temps, je me dis, j'ai quand même le luxe de pas attendre parce que je peux écrire. Moi, j'ai cet intérêt. Tu sais, si j'avais pas cet intérêt-là d'écrire, là, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, il y a aussi ça, là. Il y a que moi, comme moi je suis faite dans ma nature, ça fait partie de moi. J'ai envie de faire plein d'affaires, je suis curieuse. Oui, mais t'écris puis tu vas les présenter, tes écrits. Oui, tu comprends? Ça. Oui, ça prend du courage des fois. Oui, du parce gosse. que c'est parce que je me suis fait dire non très souvent. Les gens ont l'impression aussi que OK, tout marche, là. Tu sais, hey, pas en tout, là. Moi, j'ai fini M'entends-tu en 2020. Premièrement, pendant que je faisais M'entends-tu avec Florence. On écrivait ça. Puis Florence Lompré. Oui, je jouais dedans. Puis j'ai écrit des petites affaires à côté. J'ai écrit un peu sur Pour toujours plus un jour, saison 2, tout ça. Mais quand ça a fini, M'entends-tu, moi, j'avais pas pensé à prévoir la suite. Et j'avais pas vraiment de projet. Et quand ça a fini, là, j'ai développé des projets. Hey, depuis 2020, j'ai dû développer... Je peux même pas le dire. Je sais pas combien il y a de projets au paradis des projets que je suis allée présenter aux diffuseurs, puis je me suis fait dire non partout. Puis là, tu fais, bon, mais coudonc, on s'est fait dire non partout. Fait que celui-là, il est à poubelle. Puis tu recommences. Puis des fois, là, t'es rendu à des étapes. Là, t'as écrit 2 épisodes parce qu'il y a un diffuseur qui a dit... Parce que aussi, il faut dire comment ça marche. C'est que tu développes un projet, tu vas voir un producteur, tu dis, moi, j'ai ce projet-là, parfait, on travaille un peu dessus, puis là, on va voir les différents diffuseurs. TVA, Bell, Radio-Canada, il y a Série Plus aussi, puis là, tu présentes ton projet. Puis s'ils te disent oui, mais là, ils te disent pas oui, on va faire ça dans 1 an. Ils te disent oui, tu peux écrire une Bible qu'on appelle, fait un résumé, disons, de la saison des personnages, puis mettons 2 épisodes. Mais là, c'est pas garanti là, que ça va marcher. Puis là, des fois, au bout de ces étapes-là, tu te fais dire, non, finalement, c'est pas pour nous. On arrête le développement.
Fait que c'est quand même... Fait qu'il y a des coûts à encaisser, là. Quand même, il y a des refus, puis ça demande... En tout cas, moi, j'ai appris à pas le prendre personnel, parce que il y a aussi un peu comme des auditions. T'auditionnes, puis ça marche pas, puis là... Mais c'est rarement personnel. En fait, c'est jamais personnel. Puis cet apprentissage-là, moi, il m'a beaucoup servi parce que maintenant, c'est comme si... Quand c'est non, je passe à un autre appel. Mais il y a eu beaucoup. Hey, tu sais, pour vrai, là, je pourrais dire 15-20 projets qui sont juste auxquels j'ai pensé, sur lesquels j'ai travaillé, que finalement, ça n'a pas marché. Puis... En même temps, ça te fait rencontrer des gens. Mais vraiment. Ça te fait... on fait jamais rien pour rien. Non. Puis moi, aussi, d'abord, on fait jamais rien pour rien, mais aussi, moi, mon travail... Bon, là, je travaille comme comédienne, metteur en scène, chroniqueuse, mais comme scénariste, là, mon travail... c'est d'écrire. Puis, si je suis en développement avec un diffuseur puis que je peux écrire 2 épisodes, mais je gagne ma vie. Bon, OK, peut-être que ça ne verra pas le jour, mais n'en reste pas moins que je suis en train de gagner ma vie avec mon métier. Je suis pas en train de faire quelque chose, un sideline pour pouvoir payer mon loyer. Puis ça, c'est vraiment une chance aussi, là. Bravo. C'est vraiment... t'entendre, moi, je trouve que ça fait du bien parce que des fois, on hésite. On hésite à aller cogner à la porte. Souvent, on a peur d'un refus. Puis après ça, mais c'est quoi l'impact d'un refus? C'est que tu as fait de quoi déjà si t'es refusé? Ben oui, au moins tu t'es mis en action. Tu t'es mis en action. Oui, puis moi, j'ai jamais eu peur de ça. Mais ça, vraiment, c'est mon éducation, c'est sûr. Là, moi, j'ai eu des parents qui m'ont appris très jeune à m'exprimer, à exprimer mes émotions, à exprimer mes insatisfactions, mes joies, puis à m'affirmer. Ça, c'est une chose qui vient de mon éducation, puis j'ai jamais eu peur. Jamais de prendre le téléphone, de demander quelque chose, d'écrire un courriel. Fait que ça fait là, que je me suis fait ignorer souvent, je me suis fait dire non plein de fois, mais n'en reste pas moins que c'est comme ça, au final, que c'est comme si un moment donné, je me disais, coudonc, je mets 40 lignes à l'eau. Il y en a bien une un moment donné qui va mordre, là. Ben oui. Fait que ça, je trouve que c'est une des plus grandes qualités que mes parents m'ont transmis, c'est vraiment de pas être gêné de demander. Et de s'engager dans ce qu'on fait. Et de s'engager complètement. Alors, voici le jeu. Hein? Parce qu'on va commencer, ouvre ton jeu. Les questions vertes d'ordre générique. Les questions jaunes sont d'ordre plus spécifique. Les questions rouges, c'est plus personnel. Question rose, c'est le niveau Eros et compagnie. Donc, sensuel ou sexuel, tout dépendant de ce que tu auras envie de répondre. La question pteroiseau, je trouve que c'est toujours la question douce qui ferme bien cette rencontre-là d'ouvre ton jeu. Tu as un joker. Si tu trouves qu'à un moment donné, les sous-questions vont trop loin, ça ne te tente pas, tu le mets sur la table et je vais passer à une autre question. Parfait. Donc là, tu vas brasser sur la table les cartes. Tu m'en donnes 5. Puis, je vais te les lire. Tu vas en choisir une. Elle? Tu vas y répondre et après, je vais en choisir une. Celle-là, tu l'as-tu rejetée? Non, je te donne. Bon, OK. Elle sort un peu, elle a le goût de venir. Puis elle aussi. OK. Tiens. Fait que t'appelles les cartes, j'adore ça. Quel genre d'enfant étais-tu? De quoi as-tu peur? Pour prendre soin de moi, je dois. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Là, je choisis laquelle je réponds. Ouais. Je vais-tu répondre à juste une? Moi, après ça, je vais en choisir parfait. une. Tu vas répondre à 2. Je pense que j'ai envie de répondre à quelle personne a fait une différence dans ma vie. Ouais. Parce que c'est un groupe de personnes et il y en a évidemment 1000, là, on s'entend. Mes parents, mes grands-parents, ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est quand même, faut que je le nomme. Mais j'ai envie de parler des enseignants. Parce que moi, dans mon parcours, j'ai eu des très, très bons profs et des profs qui m'ont poussé à me dépasser et qui m'ont vraiment donné confiance en moi. À partir du primaire jusqu'au conservatoire, là, j'ai vraiment connu des bons enseignants. J'ai, mettons, une prof en 5e année, Anne Laplante. Elle nous a fait écrire un livre pendant notre année scolaire, un petit livre, là, mais quand même, c'est comme un peu la première qui m'a mis en contact avec l'écriture. Ensuite, au secondaire, j'ai rencontré ma première prof d'art dramatique, Sylvie Cloutier. Elle m'a mis en contact avec le théâtre, l'écriture du théâtre. On a écrit un petit sketch, on a fait secondaire en spectacle, on s'est rendu à la finale régionale. T'sais, à cette époque-là, pour moi, c'était incroyable.
Après ça, mon prof d'art dramatique, Philippe Charon, lui, il m'a mis en contact avec l'impro. Fait que, grâce à lui, j'ai commencé à faire de l'impro. Je me suis intéressée à la LNI. Je suis allée là, la Ligue nationale d'improvisation. J'ai passé mon adolescence là-bas. J'étais complètement fan. Là, après ça, au cégep, j'ai des profs. Pascal Fontaine, Pierre Fontaine, les 2 Pierre Fontaine, Éric Monpetit. Des enseignants qui m'ont mis en contact avec le cinéma, mais aussi qui m'ont... Dans ce programme-là, disons, il fallait qu'on écrive des critiques. Il fallait qu'on écrive des essais sur des films. Puis, un de mes profs, Éric Monpetit, on avait 3 sujets. Puis là, un moment donné, je suis allée le voir et j'ai dit « Hey, moi, j'aurais une autre idée. Je pourrais-tu écrire mon essai sur tel sujet? » Puis là, il a dit « Oui, vas-y, fais-le. » Fait que j'ai eu des profs, là, qui m'ont comme... C'est comme s'ils m'ont pris pour ce que j'étais. Puis ils n'ont pas essayé de me mettre dans une boîte ou de me ramener à un parcours qui était idéal pour eux. C'est comme si... Puis ça m'a... Puis tantôt, on parlait de ne pas avoir peur de demander, puis tout ça. C'est sûr que quand tu rencontres des enseignants, c'est tellement important le temps que tu passes à l'école dans ta vie. Tellement. Quand tu rencontres des enseignants qui te donnent confiance, puis qui t'encouragent à sortir de ta zone de confort, à te tromper, mais ça, c'est fondamental là, dans l'adulte que tu deviens. Au conservatoire, j'avais un prof, Michel Nadeau. C'était mon prof au conservatoire. Puis ensuite, il est devenu directeur artistique d'un théâtre à Québec. Fait que moi, j'ai présenté des shows à un théâtre qui s'appelle Premier Acte pour la relève. Puis ensuite, Michel, lui, il a programmé 2 de mes spectacles par la suite dans son théâtre. Fait que, tu sais, c'est comme si je suis incapable de dissocier mon parcours professionnel de mon parcours académique, puis des profs que j'ai croisés, puis je me trouve bien chanceuse d'avoir croisé ces enseignants-là et enseignantes-là. C'est comme si t'ont débloqué des niveaux. Vraiment. Hein? Oui. Ils ont enlevé des barrières Vraiment. à chaque fois qui t'a amené là Vraiment. où tu es aujourd'hui. Puis je suis pas sûre que les enseignants et les enseignantes sont si conscients. Tu sais, c'est quand même c'est des jobs vraiment difficiles. Là. C'est très exigeant. Puis je pense que ça peut être bien décourageant parfois. Puis je sais pas si... Je suis pas certaine, en tout cas, qu'ils sont conscients et conscientes de la place qu'ils occupent dans la vie de quelqu'un puis de ce qu'ils font naître aussi. Je suis pas sûre qu'ils sont toujours conscients de ça parce que c'est vrai que, tu sais, là, tu les nommes. Je sais pas si tu leur as déjà dit en personne. Bien, quelques-uns, mais Anne Laplante, j'en ai souvent parlé. Là, elle m'écrit à chaque fois. Parce que la première fois que j'en ai parlé, c'était à une émission. Puis je disais, je pense que j'ai tapé ses nerfs. Puis elle m'a écrit, voyons, Pascal, tu me tapais pas ses nerfs du tout. Parce que j'étais, tu sais, quel genre d'enfant étais-tu? Je pense que j'étais un petit peu gossante. Gossante dans le sens que curieuse, c'est Ben, ça? Tu laissais rien passer, tu posais des questions. Je voulais être avec les adultes. Ben, tu m'as connue, enfant. Ben là. oui. Tu sais, fait que... Tu sais, j'étais un peu comme, je vais être à la table des grands, puis... Mais on se ressemble là-dessus. Ah bon, moi, j'ai tu vois? toujours plus aimé, tu sais, comme... pas plus aimé, mais quand j'allais chez mes amis, là, j'étais plus assise avec leur mère à la table de cuisine. Ben, c'est ça. J'avais plus envie d'écouter, d'entendre, de comprendre Oui. ça que de jaser des affaires qui s'étaient passées à l'école, Oui, c'est mettons. ça. Ouais, puis toi, comment ça va? Puis j'aimais ça, moi, ces affaires-là. Là. Mais ma tante, ma mère, ma grand-mère qui jase en cuisine, c'était comme, oh, mon Dieu. Mais un moment donné, mon père, il m'avait dit, parce que, tu sais, je pouvais devenir un peu envahissante, tu sais. C'est comme les adultes parlent, puis là, t'as la petite qui est là, puis qui veut faire. Puis il m'avait dit, faudrait qu'on se trouve un code. Tu sais, des fois, ça devient trop. Faudrait qu'on se trouve un code que je pourrais te dire, puis que les autres ne sauraient pas. Puis là, tu sais, là, moi, j'avais dit rose. Le code, c'est rose. J'étais là, c'est bon, tu sais, c'est tellement subtil, personne ne va comprendre. Fait que là, on est dans un souper, Pascal, rose. Parfait. Là, c'était comme, là, laisse les adultes parler. Mais tes parents t'ont toujours parlé comme c'était une adulte. Oh, mon Dieu, oui. C'est ça aussi. Vraiment. Ah, oui. T'as pas eu des parents qui ont comme pas infantilisé, mais t'as des parents, j'ai l'impression, qui ont pas... Comment je pourrais dire ça? Parce que je connais ton père, entre autres, c'est te dire les vraies affaires. Oui, en disant, complètement. elle va comprendre avec ce qu'elle a pour les comprendre. Oui, puis la relation parentale, tu sais, a toujours été claire, mais il y avait quand même une égalité dans la conversation. C'est-à-dire, on se parle d'égal à égal. Ton opinion comptait. Oui, exact. Oui, vraiment. Puis, je t'explique quelque chose, je te prends pas de haut, je te l'explique comme c'est. Ça a vraiment été ma dynamique, moi, avec mes parents.
Ouais. Mais tu vois, moi, mon fils, à un moment donné, il allait chez des amis quand il était au primaire. Là, ça fait quand même longtemps. Puis il m'avait dit, leurs parents, les parents, les adultes, ils me regardent pas dans les yeux quand ils me parlent. Ils disent, on dirait que c'est comme si j'existais pas. Ah ouais, Je dis, c'est vrai, nous, peut-être qu'on a toujours fait ça en disant que ce soit des enfants, un adulte, c'est pareil, c'est un être humain qui, des fois, a moins de références pour bien comprendre, mais il comprend ce qu'il a à comprendre. Complètement. Vraiment, oui. Puis les enfants, moi, je trouve qu'on sous-estime ce qu'ils comprennent aussi, là. Des fois, on a l'impression que, tu sais, j'entends des parents ou des adultes dire, ben non, ils comprennent pas. Je suis là, non, il comprend. Si, il comprend. Moi, en tout cas, les enfants, ça doit être comment j'ai été élevée, mais moi, je tiens pour acquis que les enfants comprennent 40% plus de choses que ce que je pense qu'ils comprennent. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Puis t'as pas été protégée dans les propos. Non. Ben, tu sais, je veux dire, préservé, mais pas... c'est ça, c'était pas l'idée, mais... faut pas... T'étais pas dans un monde de licorne. Non, pas du tout. Vraiment pas. La question que je choisis, sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Oh mon Dieu, mes enjeux de rejet. Ah ouais, t'as vécu ça? Ben, oui, quand j'étais au primaire, j'ai quand même vécu du rejet. Tu sais, moi, j'étais souvent la... Puis c'est peut-être lié au genre d'enfant que j'étais, là, tu sais, très volubile. Puis... Mais j'ai souvent été celle celle dans la gang d'amis qui se fait dire, ben, on veut plus être ton amie. Tu sais, j'ai souvent été comme... Au primaire, beaucoup, là, tu sais, puis je pense que ça marque, là, tu sais, c'est une forme d'intimidation qui marque. Mais que tu vis seule aussi? Oui, puis il y avait une forme de honte aussi, là, tu sais, j'en parlais pas beaucoup à la maison de cette affaire-là. Je pense que j'avais pas envie d'inquiéter mes parents, ou tu sais, comme... Puis, une forme de honte, c'est un peu humiliant, tu sais, fait que j'en parlais pas trop quand ça arrivait, puis là, je ramais pour racheter mes amitiés, puis qu'est-ce que je peux faire, puis nanana. Fait que ça, c'est une chose que j'ai vraiment traînée dans ma vie et que je traîne encore aujourd'hui. Tu sais, ado, là, des fois, là, j'étais très proche d'amis. Là, on était une petite gang au secondaire, puis s'il y avait le malheur d'aller prendre un café ensemble sans m'inviter, là, je pouvais péter des plombs, là, crier, là. Ça se fait pas, là. Tu sais, c'était super rushant pour mes amis. Puis à un moment donné, quand j'ai eu peut-être 18 ans, je me suis mis à consulter. Puis ça, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Puis c'est une chose sur laquelle je travaille encore aujourd'hui. Puis évidemment, là, je le vis plus du tout de la même façon. Puis j'ai plus cette explosion en moi, là, tu sais. Mais ce que ça va chercher, là, comme l'enfant là, qui se faisait rejeter dans le cours d'école, ça me ramène là direct. C'est comme un aller simple. Mais comment tu vivais ça? Quand j'étais petite? Oui. Ben, c'est ça. Je pense que ça me faisait beaucoup de peine. Je me sentais très humiliée. Mais tu te ramassais toute seule, là? Oui. Là, je me ramassais toute seule, là, mettons, une semaine, 2 semaines sur l'heure du midi. J'avais une amie qui restait mon amie, mais tu sais, c'était comme, fallait pas trop le dire. Mais après ça, je veux quand même nuancer parce que j'ai pas été... Tu sais, il y a des enfants qui sont victimes d'intimidation, là, sévère, puis grave, puis... Moi, c'était pas de cet ordre-là. C'était vraiment plus de l'ordre des petites chicanes de... Mais c'est parce que, tu sais, ça, c'est avec des filles. Oui. Tu sais, ces chicanes-là, c'est parce que j'aime que t'en parles parce que c'est pas anodin dans la vie. C'est-à-dire que c'est pas une intimidation visible nécessairement, mais ça affecte la confiance en soi. C'est super pernicieux, tu sais, c'est comme... Parce que c'est comme ça on te reprochait un de tes traits de caractère. Puis c'était très dur de comprendre. C'est pas comme si j'étais pas une petite fille méchante, tu sais, j'étais pas... c'est pas comme si j'étais pas fine avec les autres, puis là, un moment donné, ça me revenait d'en face, puis là, j'étais rejetée. C'était pas ça, fait que c'était très dur pour moi de comprendre. C'était ton intensité? Peut-être, mon intensité. Tu sais, je suis quand même du genre à dire... non, mais ça marche pas pour moi. Mais là, je disais pas de même quand j'étais petite. Tu donnais ton opinion. Oui, c'est ça. Puis sûrement, tu sais, comme un enfant... Ma mère, tu vois, elle m'a raconté l'autre jour qu'elle se faisait dire par des amis, là, elle, là, faut que tu la... Il trouvait que je prenais trop de place, que j'emmenais trop large. Puis ma mère, elle disait, elle a un tempérament de leader, puis ça, c'est une affaire qui s'apprivoise. Si j'y apprends maintenant à étouffer cette affaire-là, elle va le perdre. Fait qu'il faut l'encadrer, mais il faut comme la laisser expérimenter aussi. Puis je pense qu'il y avait peut-être de ça, tu sais, d'une difficulté à
contrôler ce tempérament-là que j'avais. Fait que, tu sais, peut-être des fois, j'étais trop rough avec les enfants ou je voulais trop leader les patentes. Tu sais, ça, je sais pas, je m'en rappelle pas, mais en tout cas, je sais que ça méritait pas ça, ce rejet-là, tu sais, qui était... Puis oui, ça marque. Oui, ça reste parce que c'est comme si... ce que ça fait, c'est que comme enfant, tu deviens sur tes gardes, là. Faut pas... C'est-tu correct si je dis ça? Là, ça va-tu déranger? Puis... Mais ça fait aussi que tu traînes cette affaire-là, tu sais. Puis, moi, il y a des gens autour de moi, là. Il me présente un ami, puis là, cet ami-là devient mon ami, puis là, je m'en vais souper avec cet ami-là. Il n'y en a pas de problème, là. La personne ne va jamais me dire... Moi, là, je te présente une amie, puis tu t'en vas souper juste avec elle, puis tu m'invites pas. C'est qu'il faut que je me parle, là. Encore aujourd'hui? Ah oui. Faut que je me parle. Je fais plus ce que je faisais quand j'avais 17 ans, prendre le téléphone, 15 ans, prendre le téléphone, puis péter un plomb. Mais je me parle, là. Je me dis, c'est correct, c'est pas contre toi, t'es correct, les gens t'aiment. Tu sais, il y a vraiment comme... Moi, je trouve que ça m'a... Fait que c'est un trait de caractère ou en tout cas une blessure pour moi que je traîne. Puis je trouve que j'aurais aimé... En tout cas, j'aurais cru qu'en vieillissant, ça serait complètement parti. Puis c'est comme si là, je fais, hey, tu sais, après... C'est que tu le revis encore un peu. Ben à chaque fois, oui, c'est ça. C'est comme si Puis même si je suis capable de me rassurer moi-même maintenant, là, j'en ai fait de la thérapie, là, tu sais, je veux dire, pour mon anxiété puis plein d'autres affaires, mais ça, c'est un enjeu qu'on a abordé. Puis un moment donné, c'est comme si j'ai fait, écoute, ça partira jamais, je pense. Fait que là, va pas falloir que j'essaye que ça parte, va falloir que je comprenne comment vivre avec. Puis dans ton couple, est-ce que ça devient un enjeu aussi? Ça a été un enjeu plus au début. Parce que moi, avant Nico, j'avais eu un chum de 17 à 20. Tu sais, un chum très steady, là. Tu sais, très, très petite madame, petit monsieur, notre affaire, là. Très jeune. Vraiment, oui. Fait que je suis comme arrivée dans mon couple avec Nico un peu dans ce mode-là. Puis lui, il avait jamais eu de blonde. Puis lui, il est très indépendant. Fait que là, c'était comme... Et là, wow! Fait que moi, mes blessures, c'est le rejet. Ou mes fragilités, ça va être ça. Puis lui, ses fragilités, c'est vraiment plus quelqu'un qui essaye de... Quelqu'un qui veut trop, quelqu'un qui veut fusionner. Qui veut fusionner, exact. Fait que c'était complètement incompatible parce que moi, ce qui venait juste trigger en tête, là, ce qui venait chercher en moi, ben ça faisait que j'avais un comportement avec lui qui venait chercher exactement en lui ce qui marche pas. Fait que tu comprends qu'on était toujours en train de s'alimenter, là. C'était un cycle infini, notre affaire. Puis c'est ça. Puis un moment donné, ça, mais tu sais, c'était comme les 8 premières années. C'était pas de même les 8 premières années, mais pendant ces 8 ans-là, parce que ça va faire 15 ans, là, tu sais. Fait que pendant ces, peut-être 7 ans, en tout cas, on était plus tout le temps dans le même genre, même si ça s'apaisait, tu sais, le même genre de conflit qui revient tout le temps, là. Tu sais, dans un couple, tu fais, mais pourquoi on se pogne tout le temps là-dessus? Oui, mais c'est comme des choses profondes, comme dans nos valeurs profondes. Exact. Ouais. Puis un moment donné, on a fait de la thérapie. Puis là, ça comme... Là, on a catché quelque chose. On a fait, oh my God, OK, c'est ça qui se passe. Fait que vous avez eu cette initiative-là de dire, OK, on va casser le pattern. On va consulter. Ouais. Mais aussi, si je suis bien honnête, moi, il y avait un moment où j'étais comme, ça va nous prendre un témoin, là. Un témoin de nos conversations parce qu'on dirait qu'on a des conversations, puis on sort de ces conversations-là, puis on dirait qu'on n'a pas eu la même. Notre lecture de la conversation qu'on a eue, si j'avais à raconter la conversation qu'on a eue, je raconterais un tout autre film que toi, là. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Puis, ben la psy, elle avait expliqué que c'était beaucoup ça. C'est qu'on n'était pas dans... On parle pas du verre d'eau. On parle de tes blessures de rejet, puis tu sais... Pas le même point de départ. Pas du tout. Fait que les perceptions sont complètement distorsionnées dans ce temps-là. Mais le rejet, c'est quelque chose qui perdure. Tu sais, c'est vraiment un sentiment difficile à vivre, le rejet. Oui. Puis quand tu le vis petit, tu sais, moi, je trouve que c'est ça, tu l'as dit tantôt, c'est que c'est difficile à vivre et ça se vit seul. Oui. Parce que oui, il y a comme une honte reliée à ça. Oui. Puis toi, tu avais aussi comme une forme de culpabilité en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Fait qu'imagine tous les questionnements que tu vivais comme une petite fille seule. Oui.
Ah, ça, pour un parent, c'est quelque chose. Ben, aussi, de je voir. pense pour ça, j'en parlais pas à mes parents. Parce que, puis aussi la peur qu'ils interviennent, là, parce que tu te dis, hey, ça, c'est la pire affaire. Là. Ah, s'ils appellent les parents des Hey, autres, là, on va s'il régler faut. ça. Non, c'est ça. Là. Est-ce que tu as eu, après ça, plus d'amis de gars? Oui, il y a eu un moment au secondaire où ça a un peu. Même à l'université, il y a eu vraiment un moment où ça a comme switché, puis je me suis rapprochée plus de gars. Je me suis fait beaucoup d'amis de gars, puis tu vois, pendant longtemps, j'ai dit, moi, j'en ai pas beaucoup d'amis de filles, je trouve ça trop compliqué, puis puis moi, je me tiens avec des gars, puis tout ça, puis à un moment donné, pendant le conservatoire, je pense que j'avais lu un essai ou là-dessus sur les relations entre femmes, puis comment on apprend les relations entre femmes, puis pourquoi on est en compétition les unes avec les autres. Puis je m'étais dit, OK, dans le fond, je comprends d'où ça vient, ce que je dis, cette idée que les filles, c'est trop compliqué, mais c'est super problématique. Puis j'ai fait un projet, j'ai engagé 10 filles, toutes, c'était juste des femmes, les actrices, les conceptrices, tout ça. Puis je me suis dit, c'est fini. À partir de maintenant, je veux plus avoir ce discours-là. Puis maintenant, j'ai vraiment autant d'amis gars que filles. Puis j'ai plus jamais dit ça. Je trouve ça compliqué, des filles. Ben moi, je trouve que... Moi, j'ai eu une période quand j'étais plus jeune, je déménageais souvent, puis on dirait que c'était plus facile, surtout au secondaire, d'aller vers les gars. Parce qu'il y avait les filles, j'avais l'impression que des fois, c'était des cercles plus fermés. Puis qu'une nouvelle qui arrive au mois de janvier, ça venait de déséquilibrer quelque chose. Ouais. Puis je trouvais que les gars étaient comme plus, c'est pas grave, viens-t'en, ça va être cool. Mais en vieillissant, moi, mes amitiés féminines sont tellement devenues précieuses. Ben vraiment, c'est ça aussi, c'est que tu vois le niveau que tu peux atteindre avec des compréhension femmes, de ce qu'on vit conversation, mais par rapport à ce que tu disais, tu sais, entrer dans un cercle de femmes, il y a vraiment quelque chose, je pense, dans notre éducation qui c'est pas moi qui l'invente, là, je veux dire, toutes les autrices féministes vont dire ça, mais on apprend à percevoir les autres femmes très, très jeunes comme des menaces potentielles. On nous met en compétition rapidement. C'est vrai que puis quand tu arrives dans un milieu scolaire, un peu n'importe quand dans l'année, ce que tu dis, c'est sûr que ça... C'est qui, elle? C'est qui la menace? C'est ici, ça, là? Pourquoi elle? C'est ça. Faut qu'ils te connaissent un peu avant. Puis quand t'es nouvelle, ben là, le temps de se faire connaître, c'est difficile. Ça. Puis les groupes sont déjà faits. Oui, c'est bien particulier. Niveau jaune, ma chère, parfait. Tu m'en donnes 4, s'il te plaît. J'y prends ça. Oh, mais c'est parce que le rejet, c'est tellement facile d'interpréter des fois aussi des gestes, des paroles. Tu sais, il y en a pour qui... tu sais, toi, tu as consulté tout ça, mais attends une minute là. OK, celle-là, non, c'est ça? Oui. Ah, c'est 4? 4, oui, c'est ça. Elle attends. avant elle, d'abord. Elle avant. OK, alors voici les questions. OK. Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter? Oh. Quel type d'amoureuse es-tu? Quel est ton rapport avec la mort? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? OK. Toi, t'en choisis une, puis j'en choisis encore une à ce niveau-là. Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter? Quel type d'amoureuse es-tu? Quel est ton rapport avec la mort? Ben, tu vois, je vais fusionner 2 questions. Donc, quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter et quel est ton rapport avec la mort? Ça va paraître assez basic comme défi. Pour ça témoigne quand même de mon privilège dans la vie. Mais le plus grand défi que j'ai eu à surmonter jusqu'à présent, c'est le décès de mon grand-père. De mon grand-père maternel. Donc, il est décédé en 2022. 2021? Ouais. J'étais très, très proche de mon grand-père. Mes grands-parents maternels ont été extrêmement présents dans ma vie. Là, ils m'ont gardé beaucoup. Moi, je suis l'aînée de mes cousins et cousines du côté de ma mère. On est 11. J'ai eu un rapport vraiment de... T'étais la première. J'étais la première. Fait qu'on peut imaginer les grands-parents. Comment tu l'appelais, ton grand-père? Grand-papa. Grand-papa. Mais quand j'étais petite, je l'appelais Papinours. Puis donc, on était très, très proches. Puis moi, j'ai 36 ans, fait que j'ai eu mes grands-parents. Puis ma grand-mère maternelle est encore en vie. Mais mon grand-père, là, je l'ai eu jusqu'à mes 33, 34 ans. Là.
ça fait... c'est long comme lien, là. C'est de longues années à entretenir un lien avec une personne aussi fondamentale dans une vie. Puis quand il est décédé, il est rentré à l'hôpital, puis c'était comme, il y a un problème. Je pense qu'il faisait de l'eau sur les poumons, là, puis c'était comme, on va traiter ça, puis ça. Puis au fil de la semaine, c'est comme, voyons, ça va pas mieux, ça va pas mieux. Puis c'était tout le temps, les médecins disaient tout le temps, non, mais tu sais, ça va être correct, on va gérer ça, puis ça, puis ça. Puis le dimanche matin, ma mère, elle m'a appelé, puis elle a dit, venez-vous-en à l'hôpital, votre grand-père a décidé que là, c'était fini. Fait qu'on s'est réunis toute la famille dans la chambre d'hôpital. On a toutes pu y dire bye, puis ensuite, il y a eu, je sais pas c'est quoi le qui s'est passé, mais bref, il est décédé là. Donc, c'était très soudain. Et comme c'est un grand-père, un grand-parent, les gens autour, parce que pour la plupart des gens, cette relation-là, soit est terminée depuis longtemps, ou soit la proximité n'est pas si grande. Ce qui fait que les gens comprennent moins bien le lien. C'est pas comme quand tu dis mon père ou ma mère est décédé. C'est comme, ben oui, un grand-parent, c'est le cours normal genre des 4 choses. fois par année. Ben oui, ouais. puis tu sais, c'est aussi comme, c'est la vieillesse, c'est ça la vie. Là, la vie, ça finit un moment donné. Fait que c'est comme si, je pense que j'ai sous-estimé le deuil de mon grand-père. J'ai sous-estimé le temps que ça me prendrait, la peine que ça me ferait. Et donc, c'est comme si chaque matin, je me réveillais en faisant, voyons, j'ai encore autant de peine. Voyons, j'ai encore aussi mal. Et ça, pendant de longs mois, jusqu'à un point où je pense sincèrement que j'ai fait une dépression. Puis là, j'ai pris de la médication. Mais le point de départ, c'est le décès de mon grand-père. Puis, donc, quel est mon rapport avec la mort? Moi, depuis que je suis très, très jeune, j'ai peur de la mort. Moi, je pense que beaucoup d'enfants là, font ça, poser des questions sur la mort à leurs parents, mais moi, là, ça a commencé, j'avais peut-être 3-4 ans, là. Pourquoi on meurt? Mais pourquoi, si on meurt, pourquoi on vit? Puis j'ai peur de quand il n'y aura plus rien. Puis j'avais peur que mes parents meurent tout le temps. Un moment donné, mon père avait pris un appartement à côté de chez ma mère, fait que je voyais de la fenêtre de cuisine de mon père le stationnement de ma mère. Puis là, s'il n'était pas revenu là, avant que je m'endorme, là, je pouvais pas dormir. C'est impossible que je m'endorme. J'avais peur qu'elle soit morte. Maintenant, j'ai instauré une règle chez nous. Chaque fois qu'on raccroche ou qu'on se dit bye, il faut se dire je t'aime au cas où que quelqu'un meurt. Tu sais, c'était comme quasiment tout était drivé par cette peur de la mort. Ouais, que quelqu'un meurt, que moi je meurs. Fait que c'est ça. Donc, c'est comme un défi parce que c'est puis aussi, c'était la première fois, moi, que je côtoyais la mort de si proche. Tu sais, moi, autour de moi, dans ma famille, tu sais, j'ai une tante qui est décédée, puis ça a été... Mais j'étais plus jeune, puis on était moins proches. Fait que c'était comme la première fois que je perdais quelqu'un qui était une figure si importante pour moi. Puis j'ai vraiment sous-estimé à quel point j'aurais de la difficulté à passer au travers cette épreuve-là. Mais ça s'est manifesté combien de temps après? Ah, mon Dieu, il est décédé le 5 décembre, puis j'ai été rencontrer ma médecin le 5 juillet. Donc, tu as attendu beaucoup. Bien, c'est comme si je me disais, OK, ça va passer, ça va bien finir par passer. Mais est-ce que tu l'attribuais à cette peine-là? Bien, il y avait plusieurs affaires, là, tu sais, professionnellement, justement, il y avait des projets que j'essayais de faire qui ne marchaient pas. Tu sais, c'était comme une période un peu... M'entends-tu, il avait fini pas longtemps avant. Fait que, tu sais, c'était comme... Je pense qu'il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de faim. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'était une drôle de conjoncture, mais vraiment, je pense que ça m'a propulsée dans une grande, grande tristesse. Puis j'ai pas été capable de la surmonter, cette tristesse-là. Puis je pense que aussi, tu sais, comme moi, je suis anxieuse depuis toujours, puis j'ai toujours consulté pour gérer ça, puis j'ai jamais pris de la médication. Je pense que je faisais un lien direct. Tu sais, je me disais, bon, je suis plus anxieuse, c'est une période plus anxieuse, tu sais, j'ai plein d'outils. Fait que mais au final, j'y arrivais pas. Puis il y avait pas une honte à prendre des médicaments parce que ça, c'est comme si moi, je fais, hey, un moment donné. Mais peut-être une honte à pas être capable de passer par-dessus. Un deuil que. Puis personne me dit, reviens-en, on s'entend, mais quand même. Les gens prennent pas des nouvelles si longtemps, là, parce que c'est un grand-parent. Il y a tellement que tout le monde, on dirait, a perdu ses grands-parents, tu sais. Ça, on t'entendait pas. Ben,
tu sais, je l'exprimais pas tant que ça non plus, là. Tu sais, j'en parlais beaucoup avec Nico. Tu sais, là, tu vois, je t'en parle, puis j'ai une petite émotion, mais je pense que c'est la première fois que je parle du moment où on est allé voir mon grand-père à l'hôpital pour lui dire bye sans pleurer. Puis ça va faire 4 ans, là. Ça fait 3 ans et demi. Ça a été longtemps, là, de la peine, puis j'ai gardé de mon grand-père un chandail, puis je l'ai mis dans un sac Scellé. Ouais, scellé, là. Puis quand j'ai comme une grosse journée ou du stress, ou je m'en prends une petite puff. Ça sent encore lui. Fait que, Ça te rassure. ouais, c'est comme si, il est là, OK. Mais ce que tu dis par rapport au deuil des grands-parents, tu sais, même dans Ouvre ton jeu, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent de la mort de leurs grands-parents. C'est marquant. Ouais. Peut-être qu'on sous-estime ça. Je t'écoute puis je me dis peut-être que c'est vrai qu'on passe par-dessus ce deuil-là en se disant, mais c'est dans l'ordre des choses. Ouais, je pense aussi que l'espérance de vie a beaucoup augmenté, ce qui fait qu'on est avec les gens beaucoup plus longtemps. Ouais. Quand avant, mettons, tu perds ton grand-parent, t'as 12-13 ans, t'as de la peine, là, mais t'as 12-13 ans de vie. Quand tu perds ton grand-parent, t'as 30 ans, là. T'en as vécu des affaires. Puis ils ont été témoins puis partie prenante de la vie. Ça devient quasiment un parent, tu sais. Ouais. Fait que oui, je pense qu'on sous-estime à quel point ça peut être douloureux pour quelqu'un de perdre son grand-parent. Et aussi, tu sais, quand on est chanceux, comme moi, j'ai été chanceuse d'avoir les grands-parents que j'ai eus, ces personnes-là, ils deviennent comme justement une figure parentale, mais une figure parentale juste de fun. Tu sais, moi, mes grands-parents, là, je veux dire, ils me chicanaient pas, ils m'ont jamais chicané. Mon grand-père, c'était comme, on s'en va à la pêche, on s'en va au bleuet, je vais dormir chez eux. Grand-papa, tu t'en vas dans la chambre d'amis, je dors avec grand-maman. Tu sais, c'est comme une relation. Un moment donné, il ramassait de l'argent dans une petite banque. Chaque fois que j'allais chez lui, il me disait, va dans la banque. Tu sais, il y a quelque chose parce que c'est juste de la magie. C'est juste de la magie. Fait que c'est sûr que quand cette personne-là s'en va, c'est tout ça qui te reste, c'est tout. Mon Dieu, il m'a tellement apporté de beauté puis de magie dans ma vie, tu sais. Oui, puis tu avais déjà peur de la mort. Ouais. Et là, tu y as fait face. Ouais, vraiment. C'était la première fois. Oui, parce que là, tu sais, c'est aussi faire face que c'est fini. Mm-hmm. Tu sais, tu as dit adieu et après ça, tu sais, c'est une grosse prise de conscience. Ouais. La première personne significative qu'on perd, ça hante. Vraiment, ça hante, c'est un bon mot parce que moi, encore aujourd'hui, il y a des fois, je me dis, si je parlerais, là, 30 secondes. Je suis comme dans Big Brother. J'aurais juste mon petit écran, là. Allô, je t'aime. Juste de l'entendre rire, ça me... Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'il te donne des signes? C'est drôle parce que quand j'ai fait mon En direct de l'univers, parce qu'il y a ça aussi, là, il y a, tu sais, justement, dans les 2 dernières années, ça s'est tellement passé. Il y a tellement de belles affaires qui se sont passées. Je pense souvent, j'aimerais ça pouvoir le partager avec lui. Puis quand j'ai fait mon En direct de l'univers, mon oncle, il est venu jouer de l'harmonica. Puis la veille, il a rêvé qu'il faisait le spectacle à l'église de Saint-Eustache, parce qu'on vient de Saint-Eustache. Puis que mon grand-père était là, puis mon grand-père, il disait, genre, tu lui diras que je suis contente, là. Que je suis contente. Tu lui diras que je suis content. Tu lui diras que ça va être bon. Ça va être bon, Luc. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose parce que... Puis là, il disait à mon oncle, on dirait, j'aime ça penser qu'il est là. Fait qu'après ça, tu sais, j'ai-tu l'impression qu'il me donne des signes? Je sais pas. Ça, c'est une affaire que... Je sais pas. C'est dur pour moi de dire, je crois-tu à ça? J'y crois pas. On dirait qu'il faut pas être rationnel. C'est ça. Est-ce que ça me fait du bien? Exact. T'sais, moi, je pense qu'on est plus là-dedans. Puis ça nous appartient. Exact. Est-ce que ça me fait du bien de me dire, hey, il y avait un message à passer? T'sais? Ouais. Ben moi, en tout cas, quand je pense à lui, quand il y a quelque chose qui me fait penser à lui, c'est drôle parce que quand il est décédé, il y avait comme... Des fois, je voyais une lumière. Là, puis là, c'est comme ça me faisait... Il y a des fois des lumières qui me font penser à lui. Là. Peut-être la chaleur ou le... Je sais pas qu'est-ce que ça me rappelle. Puis des fois, je suis comme... je suis sûre qu'il est là. Il est dans la petite lumière. Ça me fait du bien juste de penser que ça existe. Que ça qui est là avec moi quelque part. Puis ta grand-maman, comment elle va, elle? Elle va bien. Ma grand-mère, c'est ça aussi, là, tu sais, c'est qu'elle est en forme, elle est lucide, elle
elle est présente. Tu sais, comme là, je faisais une mise en scène à la Licorne, elle est allée voir mon spectacle, elle était là à moi en direct de l'univers. Tu sais, c'est comme très présente, très lucide, très... Puis mais c'est drôle, moi, je dis souvent que ma grand-mère, à une autre époque, elle serait devenue une artiste. Moi, je pense vraiment ça. Elle, là, ma grand-mère, quand j'étais petite, là, elle me racontait des histoires inventées. Chaque fois que j'allais dormir chez elle, je lui demandais des histoires inventées, puis je n'en demandais pas une, là, je lui en demandais 18. Puis là, elle me racontait des histoires, puis là, je disais, non, ça, l'autre jour, tu l'as dit, ça, l'autre jour. Puis là, il fallait qu'elle retrouve, il fallait tout le temps qu'elle invente une nouvelle histoire. Puis c'était pas correct, là, Blanche-Neige, là. Ça, c'était pas correct, puis c'était pas correct l'histoire qu'elle m'a contée 2 jours avant, là. Fait que, elle avait comme elle a une créativité en elle. Fait que ouais, je pense qu'il y a une époque où c'était pas... parce que là, c'est sûr qu'elle a eu des enfants, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle était femme au foyer, tu sais, mais... Fait qu'elle vit un peu avec toi. Oui, quand même, mais je pense... Oui, quand même. Je pense pas qu'elle va l'écouter, mais l'autre jour, elle l'a dit. Après mon direct de l'univers, elle a appelé son frère, tu sais, qui parlait de ça, puis elle a dit, là, Paul, je veux juste mettre quelque chose au clair avec toi, là. C'est pas parce qu'on est passé à la TV qu'on a changé, là. On n'est pas des vedettes, puis je veux pas que ça change comment qu'on va se parler, toi puis moi. Ça, c'est drôle. Ouais. Mais ça démontre à quel point c'est un moment important pour elle aussi. Vraiment. Quand je t'entends dire ça, tu sais, c'est beau. Donc, elle continue à vivre, évidemment, sans ton grand-père. Ouais. Et ça, est-ce que c'est difficile pour toi de la voir seule? Quand même, c'est difficile parce qu'ils s'aiment encore beaucoup, mes grands-parents. C'est pas comme des grands-parents. Tu sais, il y a des fois des personnes âgées, ils se parlent, là, tu fais, mon Dieu, Seigneur, vous vous aimez plus beaucoup. Puis je comprends, ça fait 60 ans. Moi, mes grands-parents, ils s'aimaient, là, fort. Puis ils se parlaient encore. Puis... Fait que des fois, ma grand-mère, elle va dire, tu sais, je lui demande, qu'est-ce qui te manque, ça. Puis elle dit la conversation. Ah, ouais. Elle dit, j'avais encore des bonnes conversations avec ton grand-père. Puis je sais plus comment elle a dit ça, mais dans le fond, elle disait débriefer. Là. Elle voulait pas. Elle dit, on se couchait, puis là, je me rappelle plus quel mot elle a dit, mais elle dit, puis là, on se parlait. Bon, là, mettons, bon, Pascal, telle affaire, ou quand quelqu'un dans la famille allait moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait. Tu sais, fait elle avait quand même son partner, elle, puis elle débriefait avec, puis on fait tout ça, là, on sort d'un souper là, chez du monde. Hey, telle affaire, quand ils ont dit ça, nanana, tu débriefes, là, qu'est-ce que t'en penses? Toi, comment t'aurais réagi? Tu sais, on fait ça dans la vie. En tout cas, toi, je sais pas si tu fais ça avec Mario, mais moi, mon chum, c'est comme. C'est vrai qu'on oublie comment ça, c'est une chance, là. Le débrief avec quelqu'un. Ça, c'est une chance qu'on ça. Ah, mais là. Ça, c'est comme le quotidien, je trouve, tu sais, d'un couple. Là. Oui. Tu sais, il y a comme quelque chose là-dedans. On dirait qu'on sait ce que l'autre va dire avant qu'il le dise. Oui, puis là, ben oui. Ça a dû titiller, hein, parce que, c'est ça, exact. C'est qu'il y avait encore cette énergie-là. Oui. Ah, oui. Fait que c'est un couple inspirant. Vraiment. Ah, mon Dieu, oui. Vraiment inspirant. La question, on va rester dans le thème de la famille. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Moi, et puis là, je vais dire quelque chose parce que c'est délicat à répondre parce que je veux pas avoir l'air d'une personne contre le divorce, évidemment. Mais je n'ai pas... En fait, qu'est-ce que j'ai pas vécu? Si je peux la tourner comme ça. Moi, j'ai pas vécu un foyer... mes parents, dans la maison, ma soeur, moi. Moi, j'ai vécu une vie de... mes parents se sont divorcés, j'avais 3 ans. Puis on allait une fin de semaine sur 2 chez mon père, puis après ça, une semaine sur 2. Fait que c'était garde partagée. Puis j'ai pas vécu la vie plus traditionnelle. Puis, comme je dis, je veux pas sonner comme quelqu'un qui est contre le divorce parce que je pense vraiment qu'à un moment donné, c'est plus sain pour des enfants d'avoir des parents heureux, pas ensemble, que des parents malheureux ensemble. Mais ça, cette vie-là, cette vie traditionnelle, je pense que j'aurais aimé ça la vivre. T'sais? Après ça, c'est que c'est toujours aussi une autre affaire que je trouve délicate en répondant à ce genre de questions-là, c'est comme, mais ça, j'aurais-tu été l'adulte que je suis devenue? T'sais? J'aurais-tu fait les mêmes choix? Ça m'aurait-tu fait développer le même genre d'aptitude ou de qualité? T'sais? Mais vivre une vie juste plus traditionnelle, je pense que j'aurais aimé ça. Un petit peu plus longtemps. Qu'est-ce que tu aurais aimé là-dedans? Je pense la stabilité. La
la stabilité. Comme, puis aussi, tu sais, juste se faire, c'est tellement niaiseux que je vais dire, mais se faire chicaner par 2 parents en même temps, je suis sûre que ça te... Tu sais, moi, j'étais négociatrice, là. Moi, ma mère, elle me disait souvent, arrête de négocier. C'est comme, non, mais 15 minutes de plus. Non, mais, OK, mais je vais le faire, mais après ça, par exemple, on va faire ça. C'était toujours de la négociation, mon affaire. T'avais le dernier mot. Ah, mais je voulais, là, tu sais, puis j'ai l'impression que, puis dans ma vie aujourd'hui, je suis encore un peu de même. Tout le temps un peu. Puis mon chum, il dit, toi, tu négocies, là. Tu négocies sur des affaires, il n'y a même pas de discussion en ce moment. C'est comme, tu tombes dans une négociation toute seule. OK, parfait, là, je vais y aller avec toi, mais par exemple, toi, tu vas venir avec moi. Il dit, je t'ai même pas demandé de venir. J'ai dit, ça me dérange Mais pas. penses-tu que ça vient... parce que j'ai connu beaucoup d'enfants, tu sais, j'ai beaucoup d'amis séparés, Ouais, puis ouais. j'ai proche de leurs enfants. Ouais. J'ai l'impression que ces enfants-là ont eu à négocier plus tôt dans leur vie entre 2 parents. Par rapport aux vacances, par rapport à un paquet d'affaires. Ah, Puis parce que je me suis dit, tu sais, maintenant, il y a plus d'enfants du divorce, mettons, Ouais. que moi quand j'étais Ouais. jeune. Puis je trouve que les jeunes, quand ils arrivent dans le marché du travail, ouais. tu vois là, qu'ils sont habitués de négocier, ce qui est une force pour moi. Ah. Je trouve que c'est une force, Ouais. mais je me suis souvent demandé, est-ce que ça aurait un rapport Ben, avec ça? je sais pas si en tout cas, moi, ce que je peux observer, c'est que comme enfant, quand t'as un seul parent, le parent, il en a quand même pas mal plein les bras, là. Fait que quand tu te mets à négocier, là, un moment donné, c'est Tu comme... l'épuises. Ben, oui, puis à un moment donné, c'est comme, OK, c'est beau, là. Parfait, couche parfait, tu vas l'écouter 4,5, là. Là, c'est comme, tu sais, fait que, il y a peut-être de ça, c'est qu'un moment donné, moi, j'ai appris, OK, si je négocie, là, je peux arriver à mes fins. Fait qu'il y a peut-être de ça, tandis que quand t'as les 2 parents, à un moment donné, tu te fais dire, moi, mes cousines, là, il y avait justement mon oncle, ma tante encore ensemble, là. Quand c'était non, je vais te le dire, c'était non, là. Puis, ça fait aussi, je pense, que t'apprends à dealer un petit peu mieux avec le non. Moi, je deal pas très bien avec le non. Me faire dire non, c'est comme, OK, parfait. te provoque. Moi, je vais te trouver, oui. Mais tu sais, je suis pas après ça, je veux dire, Mais ça te challenge. ça me challenge, puis je trouve d'autres chemins. Je suis pas non plus pas comment dire, là, me faire dire non, je pète pas des coches, là, j'accepte. C'est pas nécessairement une rigidité, Non, mais ça- exact, mais mais ça, ça il y a vient- quelque chose Ouais. là, qui s'élève. Ouais. là. Puis je pense aussi que je serais une personne moins anxieuse. Je remarque quand même que le avoir été une enfant comme un peu dans mes bagages, un peu ça m'a rendue anxieuse sur certaines affaires. Puis mais c'est ça, je le répète, cela dit, je préfère avoir vécu cette vie-là puis avoir eu des parents. Mais c'est bon que tu en parles parce que, tu sais, Pascal, pour les parents présentement qui sont séparés ou d'autres enfants comme toi qui sont devenus adultes mais qui ont vécu ça, c'est quand même bien de parler de l'impact sur la vie. Ouais. Tu comprends? Parce qu'on a tous des impacts de notre enfance, peu importe qu'on ait été séparés ou pas, mais quand même, des fois, tu sais, comme ce que tu viens de dire, tu sais, de faire ta valise. Ouais. Ça, pour un enfant, c'est quand même un enjeu. Tu sais, c'est sûr, c'est quand on décide de se séparer, il y a des raisons, puis c'est pour Ouais. ça qu'on remet en question. Ouais. Sauf qu'il y a quand même une réalité qui n'est pas dans la permanence, mais qui est dans Oui, comme temporaire. Oui, puis t'es toujours un peu. En tout cas, moi, je me sentais toujours un peu. Puis d'ailleurs, maintenant, j'arrive puis je vais repartir. Maintenant, là, quand ben, plus jeune, là, ça fait des années que j'ai pas déménagé, mais quand j'arrivais dans un nouvel appartement, j'étais pas capable de me faire une nouvelle routine parce que c'est comme si mon cerveau, il avait enregistré une nouvelle place, tu t'en vas bientôt. Fait que ça me prenait des mois avant de te laisser aller. Ouais, OK, mais je pense que je peux aller à la boulangerie au coin de la rue. Là, je pense que je vais rester ici un petit bout. Fait que... Mais c'est ça. Tu sais, Après, ça m'a appris tellement d'affaires, mais oui, je pense qu'il y a un... C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Non, pas du tout. Mais est-ce que toi, tu veux des enfants? Ça, c'est une bonne question. J'ai toujours voulu des enfants. Moi, j'étais petite, puis j'étais là, moi, à 24 ans, je vais avoir mon premier enfant, puis nanana, puis finalement, tu sais, j'ai 36 ans, j'en ai pas encore. Puis... On en parle avec Nico, tu sais, on réfléchit à ça, on se demande... C'est comme si... moi, je pense qu'on est... Bon, d'abord, on est construit socialement, fait qu'on s'est fait apprendre qu'il y a la famille, et que quand t'es en couple dans la vie, t'as des enfants. Puis de surcroît, quand ça fait 15 ans que t'es en couple avec quelqu'un, que t'as une job stable, que vous avez mi-trentaine, c'est comme... Qu'est-ce que vous attendez, là? Comme si on n'était pas normaux, tu sais.
Après, il y a aussi l'idée de, bien égoïste, là, de prolonger la lignée, là, de faire comme un humain, deux humains qui font un nouvel humain. Il y a ça, je pense, qui est juste... Hey, ça me tenterait-tu d'avoir une famille? Je pense que oui. Mais après, il y a aussi, pour moi, l'idée que j'aime beaucoup ma vie. Mm-hmm. J'aime beaucoup ma vie telle qu'elle est en ce moment. J'aime beaucoup ma liberté. J'aime beaucoup ma relation avec mon chum, ma complicité avec lui, la simplicité de notre relation, la spontanéité aussi de notre relation. Puis je sais très bien qu'un enfant, ça va venir bousculer tout ça puis changer beaucoup de choses. Puis moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui m'ont dit, c'est pas juste des amis, là, des femmes autour de moi, des mères qui m'ont dit, j'adore mes enfants, puis m'imaginer sans eux, c'est impossible. Là. J'imagine que mes enfants sont plus là, puis j'ai un trou dans le cœur. Mais je pourrais m'imaginer une vie sans enfants et elle me conviendrait. Puis ça, j'avoue que c'est au-delà de comme me faire dire c'est l'enfer, on a de la boue. Ça, c'est comme, bien sûr, c'est l'enfer. Avoir des enfants, c'est sûr, t'as de la boue dans le toupette, t'as plus de temps de manger, plus de temps de te laver, t'as comme... C'est plein de périodes. C'est ça. C'est des hauts, c'est des bas, oui. Mais cette idée très rationnelle Oui. que la vie se peut aussi sans enfants, puis elle peut être très belle, c'est comme si... C'est nouveau pour moi d'entendre ça. Parce que tu avais l'impression qu'il fallait... Il y avait comme des étapes. Ben oui, parce que c'est comme, j'en ai toujours voulu, puis j'en veux, puis... Mais là, c'est comme si d'être dans une vie aussi satisfaisante, c'est sûr que tu te dis, ah oui, fait que là, on va... Ça va être beau, là, parce qu'on va être heureux, je suis sûre, comme parents, puis on va... Mais elle est quand même bien, notre vie, là. Fait que là, on veut-tu ça? Est-ce que c'est ça la décision qu'on prend? Ça devient beaucoup plus rationnel comme réflexion. Parce que le désir, je pense, et là, il a toujours été là, Nico aussi, mais le désir aussi de garder, de préserver cette vie aussi est là. Fait que je suis dans ces réflexions-là, présentement, je dirais. C'est des grandes réflexions. Vraiment. Oui. Oui, puis tu sais, autour de moi, tu sais, ma sœur, elle a 3 enfants. Et je suis proche de mes neveux, de mes nièces. Tu sais, c'est comme... J'ai des amis qui ont des enfants, je suis proche d'eux autres aussi. Fait que des fois, je me dis, mais peut-être que ça aussi, ça me conviendrait, là. Être proche des enfants, des gens que j'aime puis qui sont importants pour moi. Puis... Fait que là, vous avez ces discussions-là en couple. Oui. Mais c'est tellement mature parce que c'est vrai que... Tu sais, moi, cette question-là, parce que je te connais à quelque part, c'est que je me permets de te la poser. Ben oui. Parce que pour moi, dire des enfants, c'est pas mon choix, c'est une réponse tout à fait acceptable. Et je sais qu'il y a des femmes qui ont comme une culpabilité par rapport à ça. Ben oui. Par rapport à dire, moi, je ressens pas ce besoin-là dans ma vie. Mais il faut être capable de le nommer pour libérer. Mais je pense que c'est important. Oui, je pense que c'est important que ça se soit dit, mais moi, c'est que c'est pas comme ça que je me sens. Je me sens pas comme j'en veux pas. Non, c'est ça. Toi, mais tu sens que dans une prise de décision, une période où tu vas prendre ta décision. Puis je sais que ça va changer beaucoup de choses. Fait que, je te dis, c'est comme je suis là-dedans, tu sais, puis tu sais, tantôt, quand je dis c'est avoir des enfants, c'est égoïste, là, on s'entend, là, je pense qu'avoir des enfants, c'est super, mais il y a quand même quelque chose de très... c'est ça, c'est comme, on va faire ça, on va créer un humain, un nouvel humain. Un prolongement de la lignée. Ouais, fait que c'est ça. Bref, c'est des grosses questions en ce moment. Puis je trouve que c'est comme si dans la vie, on aime bien ça quand c'est tout noir ou tout blanc. Là. C'est comme si j'aimerais bien ça que ce soit non, moi, c'est sûr, je veux des enfants. Ou non, moi, j'en veux pas, c'est sûr. Puis là, OK, je suis dans une genre de zone grise là, très étrange que j'apprivoise, je pense. Je te posais la question parce que je me disais, si vous souhaitiez avoir des enfants, peut-être que tu vas connaître ce milieu-là qui t'a, à quelque part, interpellé aussi, un milieu où tout le monde reste à la même place tout le temps. Oui. Tu sais, pour le temps que ça dure. Oui.
Est-ce que tu as trouvé ça quand même quand tu étais allée habiter en appartement, là, tu étais toute seule, là, tu sais, ben, je sais pas si tu as habité toute seule, là, mais la première fois que tu es partie chez toi, puis est-ce que tu as senti comme un bonheur t'envahir? Non. Non? Non, pas du tout. J'étais tellement anxieuse, j'étais jamais chez nous. À cette époque-là, la première fois que j'ai habité en appartement, c'était toute seule. C'était ma 3e année d'université. Puis c'est là que j'ai rencontré Nico. Puis Nico, on sortait pas ensemble, on était des amis à ce moment-là, mais il y avait 3 colocs. Puis il y avait un appartement là, à 4 à côté de l'UQAM. J'étais tout le temps là-bas. Tout le temps. Je dormais là, je dormais jamais chez nous. Je pense que je dormais chez nous 2 fois par mois. J'haïssais ça. J'haïssais être seule. OK, toi, tu as besoin des autres, là. T'es pas une solitaire. Ah, non. Oh, non. Mais moi, là, c'est comme... Puis des fois, là, quelqu'un qui vient, une amie qui vient chez nous, viens, on va se commander des brochettes puis on va écouter un film. C'est tout. On fait rien, on parle pas, là. Juste, j'aime ça être avec du monde. Puis c'est pas parce que je suis pas bien toute seule, là. C'est pas parce que j'ai pas de... C'est juste, j'aime ça, être avec du monde. Un chalet que tu te réveilles, on est 20 dans le chalet, puis là, ça sent le café, puis... Ça, c'est ma vie, là. Ah oui, puis en plus, c'est surtout quand si dans le chalet, tout le monde est en congé. Oui. Ça, c'est comme le bonheur. Exact, c'est ça, là. Moi, de savoir que personne part, ça me fait triper. Oui. J'haïs voir les gens partir. Oui, moi aussi, moi. j'ai ça. Juste, c'est comme on est là 3 jours, tout le monde ensemble. Oh, yeah! Ah oui, tellement, là. Juste y penser, Ouais. ça m'excite. Ah oui, ça me calme, là. Des fois, là, mettons, on arrive souvent... Tu sais, chalet, t'arrives le vendredi, tu pars le dimanche, puis là, le samedi, là, maintenant, je dis à Nico, je reviens pas qu'il reste une nuit. Tout le monde va rester. Ah oui, ça fait du bien, ça. Ouais. Niveau rouge, déjà, Pascal. Tu m'en donnes 3. Il y a juste une question. C'est toi qui vas la choisir. Regarde-la, elle, comment elle... Fait que toi, tu fais jaser les cartes. Ils te choisissent. Oui, on dirait. La 3e, c'est celle-là. OK. À quel besoin profond Nicolas répond-il? Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Quelle est ta plus grande source d'insécurité? À quel besoin profond Nicolas répond-il? Je pense à un besoin... Je sais pas si ça va sonner péjoratif ou négatif. Je sais pas si c'est une chose qui est... Mais à un besoin de sécurité. De sécurité à plein de niveaux. De sécurité affective, de sécurité relationnelle, de sécurité psychologique, de sécurité conversationnelle. Mon chum, il me sécurise dans la vie. Puis, c'est comme si, genre, faudrait dire, il répond à un besoin de passion. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, là. C'est pas de la passion, là. Mais ça, là, c'est la question que Jeannette pose souvent. Puis je l'ai repris dans le jeu. Puis elle, quand on lui pose, je lui ai déjà posé cette question-là à Jeannette. Puis elle a répondu la sécurité aussi. Mais c'est ça. C'est qu'on est tellement... Je trouve qu'on confond beaucoup de choses en amour. Je trouve qu'on confond l'amour. Je trouve qu'on confond la passion et l'amour. Ouais. Je trouve qu'on confond l'amour et l'amitié. Tu sais, pour moi, la passion, c'est une affaire qui est très, très futile, qui dure pas très longtemps, puis qui s'en va, puis qui revient pas. La passion, c'est littéralement des hormones sécrétées, là. Tu sais, c'est comme... Mais l'amour, ça, c'est une chose qui... Tu sais, fait que je pourrais dire, il répond à mon besoin d'amour, mais je trouve qu'encore là, c'est que c'est tellement spécifique. Tu sais, l'amour, bien sûr, je serais plus avec ce gars-là. C'est comme la base, dans le fond. C'est parce que si t'es pas amoureux, là... Ouais. Pour vrai, cet état-là, l'état amoureux, tu sais, qui est plus fort que le sentiment amoureux, là, c'est une affaire qui est groundée, là. Mais la sécurité, là, ça, c'est très... Puis, tu sais, on s'est connus très jeunes, fait que je trouve que dans ces âges-là, tu sais, c'est encore ta famille, c'est encore tes parents, tu sais, ton oncle, ta tante, ta soeur, tout ça. Puis ma famille, c'est encore ma famille, mais maintenant, j'ai vraiment le sentiment depuis quelques années que ma famille immédiate, c'est Nico. Puis ça, pour moi, ça parle beaucoup de mon confort avec lui puis de la profondeur de notre relation, tu sais. Fait que oui, ça répond à un besoin, ça répond à un besoin profond de sécurité. Puis après, tu sais, tantôt, on parlait de la séparation puis d'être un peu dans 2 maisons en même temps. Puis je pense que avoir Nico, c'est comme si ça, en quelque sorte, ça répond à cette affaire-là, tu sais, de se déposer
à être ancré. Tu sais, on fait plein de projets ensemble, on voyage. Sérieusement, je suis toute seule avec lui pendant 3 semaines. Là. On parle à personne d'autre. Il n'y a aucun problème. On va avoir de quoi se dire pendant ces 3 semaines-là. On va rire, on va niaiser. Des fois, on va pas se parler, on va faire nos affaires. On a beaucoup de liberté dans notre couple, tu sais, de liberté d'être qui on est pour vrai. Et ça c'est précieux. Ouais, vraiment. La liberté d'être avec l'être aimé, là, tu sais, avec qui tu partages ta vie. Puis il faut que tu te sentes sécurisé pour ça. C'est impossible d'être pleinement qui tu es puis de pas se censurer. De se montrer vulnérable. Ben oui, là, c'est impossible si tu te sens pas sécure. Si tu sens pas là, que tu peux, là, une journée, là, tu peux être une merde, là. Puis ça arrive, qu'est-ce que tu veux? Ça arrive, t'es saupoulé une journée, tu pognes les nerfs, t'es bête. Ça arrive. Puis moi, j'ai des gens autour de moi qui sont dans des relations où ce moment-là, disons, cette journée-là où ça se passe pas bien puis ils sont comme un peu bêtes, ça crée un stress de comment ça va-tu être correct, ça va-tu créer une chicane, il va-tu me laisser? Toi, tu te poses pas de questions. Ça, je me pose pas ces questions-là. Fait que moi, c'est ça. Mais c'est comme, tu sais, ça me rassure, tu sais, ce que Jeannette a dit ça, parce qu'il y a quelque chose que des fois, je me dis, c'est comme, ça sonne-tu plate comme réponse, tu sais? Ben, moi, je trouve pas, parce que, tu sais, c'est quand même le besoin fondamental d'être sécurisé. Ouais. Tu sais, comme tu dis, l'amour, c'est déjà là. Pour parler de la relation, ça veut dire que l'amour est déjà là. Ouais. Après ça veut dire que t'es libre. Ouais. Tu sais, quand t'es sécurisé, tu te sens libre aussi. Ouais. Ben oui. Tu sais, tu te sens bien, tu te sens prête à exploiter, pas en survie. Oui. C'est ça aussi, quand t'es pas sécurisé, des fois, t'es dans un état de survie. Ben, complètement. Pour être sécurisé. Et puis d'hyper-vigilance, parce que tu te dis que c'est quoi l'affaire qui va arriver ou que... Fait que là, t'es en confiance. Complètement. Puis, tu sais, c'est pas très sexy là, de dire, on dirait dans la vie, ou très à la mode de dire « je suis fière ». Tu sais, on dirait qu'on a plutôt tendance à être très humble puis à pas trop vouloir, c'est ça, exprimer notre fierté de nous-mêmes puis tout ça. Puis moi, dans la vie, par nature, là, comment j'ai été élevée, puis aussi, il faut dire, toute ma famille travaille dans le communautaire, puis dans un moment donné, tu sais, tu relativises, mais fait que j'ai quand même une bonne humilité, là, tu sais, j'ai pas un gros ego puis tout ça, mais quand il y a des moments, là, où je suis fière de moi, puis Nico, là, tu sais, je peux te dire ça, je peux faire, là, je vais prendre 2 minutes de manque d'humilité, mais je suis tellement fière. Je suis tellement fière, tu sais, mettons quand on faisait Veille sur moi, là, je disais, je suis tellement fière, Nico, aujourd'hui, là, j'ai tourné des scènes tellement tough, puis c'était dur, c'était dur d'aller dans cette émotion-là, puis je l'ai faite, puis j'ai vu sur le moniteur après, j'ai vu puis c'est bon, je suis fière de moi. Ça, pour vrai, là, pas être gênée de dire à quelqu'un, je suis vraiment fière, puis prendre juste le temps là, de nommer, puis moi, en tout cas, je trouve que c'est une... Peut-être parce que moi, c'est comme des zones où je m'autorise de sentir l'admiration dans le regard de l'autre aussi pendant que tu le dis. Oui. Tu sais, il entend, il comprend ce que ça veut dire. Tu sais, quand quelqu'un connaît aussi bien ton parcours, il comprend où est-ce que ça s'inscrit dans ton parcours, cette fierté-là. Ouais. Là, tu viens de parler de Veille sur moi. C'est juste parce qu'il faut quand même que je dise, moi, j'ai été renversée par cette série-là, cette série-là si vraie. Tu sais, puis toi et Guylaine Tremblay ensemble, ça marche, là. C'est puissant. On oublie où est-ce qu'on est. On est avec vous autres. On est dans cette misère-là aussi. Oui. C'est une misère humaine, en même temps, avec la beauté humaine. Mais tout ce que la vie nous amène, c'est pas nécessairement là où on veut aller. Puis la vie nous ramène. C'est vraiment... C'est comme un océan avec les vagues, il y a des marées. C'est vraiment... Mais ça, c'est un grand projet pour toi, Veille sur moi. Oh my God, tellement. C'est la première fois que j'écrivais toute seule. J'avais écrit toute seule Car Vintage, mais là, c'était une web série. Là, c'était un projet de... Là, j'ai dit quelque chose aussi. Non. Tu fais ça? Okay, non, c'est moi. Ouais, c'était gros quand même, là, tu sais. Puis de me faire... Tu sais, que Guylaine et France et Marie-Hélène, la productrice, France Baudouin, Guylaine Tremblay, Marie-Hélène Lorrain, me fassent confiance pour écrire. Tu sais, déjà, j'étais très flattée, puis j'ai pas pris ça à la légère. Puis après ça, tu sais, dans le jeu... Vraiment, c'est un projet comme... Tu le sais dans la vie, là, qu'il y a des projets qui sont
charnière. Ça en est un, je le sais. Puis, pas nécessairement, parce qu'il y a aussi ça, là, je trouve que on est dans un milieu où on peut souvent voir les projets comme des opportunités. C'est-à-dire, là, je fais un show de théâtre, il y a peut-être des directeurs de casting qui vont venir voir, puis là, je vais avoir des auditions. Moi, j'essaye de pas faire ça parce que je trouve que c'est une bonne façon d'être déçu. Oui. Je prends les projets pour ce qu'ils sont. Puis ça, ce projet-là, ça pourrait être là, la dernière fois de ma vie que j'ai un rôle dramatique à la télé. Ce projet-là va avoir occupé une place fondamentale dans mon parcours, je le sais, pour comment j'ai développé une confiance dans l'écriture toute seule, puis dans le jeu, tu sais. Aller dans ces zones-là, là, je pensais pas que... Mais je pensais pas que j'étais capable, je peux pas dire ça parce que j'ai demandé de jouer ça, là, mais je me demandais comment j'allais me rendre là. Puis ça allait être dur. Puis... Ça a-tu été dur? Non, ça n'a pas été dur. Ça a été... ça m'a demandé beaucoup de travail, puis beaucoup de préparation, puis beaucoup de lâcher prise, là. Ça m'a demandé beaucoup d'abandon, mais ça n'a pas été dur. Au contraire, c'était plutôt le fun. C'est plutôt le fun. Mais c'est tellement... tu sais, je sais pas dans quel état que tu étais après, là, tu sais, après les journées de tournage, parce que c'est un personnage qui l'a pas facile. Non, ben ça dépend. Les scènes que j'ai tournées avec Guillaume, là, qui joue Joey, mon chum, ça, je me suis rendu compte après, en fait. Moi, j'avais jamais compris ça, là, les acteurs qui disaient hey, j'étais dans un drôle d'état, tout ça. Mais on a tourné ça au début, ces scènes-là, là, dans mon appartement. Puis peut-être une semaine après qu'on ait fini de les tourner, on tournait autre chose. Puis c'est comme si j'ai fait oh mon Dieu, OK, j'ai l'impression d'être en train de remonter comme si je m'étais enfoncée là, dans une mine. Tu sais, là, les ascenseurs de mine. Parce qu'il manquait d'oxygène. Oui, puis c'était sombre, puis c'était là, c'est comme si je ressortais. Mais pendant qu'on le faisait, je m'en rendais pas compte, puis je trouvais ça le fun quand même. Ça reste un vrai beau défi, là, comme interprète, d'aller dans ces zones-là. C'est quelque chose, tu sais. Puis en quoi ça t'a changé? De le jouer? Oui, bien, de l'écrire, de le jouer, ce projet-là. Parce que tu dis que c'est un projet charnière. Oui. Mais l'avant, l'après. Je pense que d'un point de vue personnel, ça m'a donné confiance. Je pense que moi, je suis quand même une personne qui doute beaucoup, qui doute de moi, de mes choix. Puis je trouve que c'est bien, le doute, cela dit, là, tu sais. Je voudrais pas que le doute n'existe plus. Parce que, mais tu sais, quand le doute n'empêche pas d'avancer. C'est ça. Je trouve que c'est une façon. Ben oui, parce que c'est aussi une façon de se remettre en question puis de faire de l'introspection. Mais des fois, ça devenait comme ben là, mais non, mais oui, t'es capable. Là. Il y avait comme une affaire où je trouvais ça fatigant un peu. Cette affaire-là, comme pas sûr que tu vas être capable. Tu sais, comme un peu imposteur, oui, là, c'est ça. Cette affaire-là, comme voyons. Puis là, on dirait que ce projet-là, ça m'a donné vraiment confiance. Ah, OK, mais pas ça, c'est important d'aller dans ces zones-là. Mais c'est vrai qu'il y a des affaires qu'on fait dans la vie. Là, ça va en prendre pas mal pour m'ébranler après. Ben, en tout cas, je pense que ça va faire que, admettons que je joue un rôle puis que c'est pas la performance de l'année ou c'est pas, tu sais, je vais pas me dire « Ah, c'est moi qui est poche ». Je vais me dire « Ah, ce projet-là a moins bien été ». Parce que t'as eu... Parce que je l'ai fait, parce que je suis capable. Je sais que je suis capable d'aller dans des zones plus dark. Mais si les gens ne l'ont pas écouté, là, c'est à Radio-Canada, là, tout veille sur moi, vraiment. Je me souviens, j'ai le Marc Club, qui est une plateforme numérique, puis on fait des causeries, puis un soir, Guylaine était là, puis je parlais de ça. Puis elle aussi est fière d'avoir joué dans Veille sur moi. Tu sais, elle dit, arrête pas de parler du texte, puis de, tu sais. Mais c'est aussi que... C'est sûr que Guylaine, tu sais, c'est comme un... Moi, c'était très impressionnant, là, j'avoue. C'était impressionnant dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, tu sais, c'était impressionnant parce que c'est vraiment une grande actrice, mais c'était impressionnant. Ça pouvait amener une certaine pudeur, là, ou, tu sais, je sais pas, je suis capable d'accoter ça, là, tu sais. Puis on dirait que ça m'a vraiment fait dire, là, t'as pas le choix de te mettre en 5e vitesse. Ah ouais, là. T'as pas le temps de niaiser. Parce que quand Guylaine il y a une scène là, dans l'épisode 1, on joue aux cartes dans la cuisine, là. Puis on se chicane, là, je vais te le dire. Quand Guylaine, elle se met sur Ron, t'as d'affaires à être sur Ron parce que faut que tu y ailles, là. Elle est tellement entière, elle est tellement là. Elle part, puis elle est plus arrêtable, tu sais.
Elle se demande pas, là. Tu sais, tu le sens des fois, là, même comme actrice, des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais de ça? Puis c'est sûr que ça se ressent, là, chez le partenaire de jeu, mais Guylaine, on dirait que. Puis ça doit exister quelque part, mais elle a tellement de métiers, puis elle a tellement d'instinct que c'est comme. Quand elle est partie, là, puis la scène, elle roule. Fait que, ouais, elle embarque dans le train. Ça fait que dans le fond, ça t'aide. Ben T'arrives dans cette espèce de vacuum-là qu'elle installe. Oui. Puis elle n'est pas du tout. Elle n'est pas rochante, pas en tout. C'est très simple. Le monde est comme nous autres. Elle est vraiment comme nous autres. Guylaine, c'est très simple avec elle sur un plateau, parler avec elle. Elle fait des jokes. Fait que, ouais, c'était vraiment une belle expérience. Parce que pour ceux qui l'ont pas écouté, là, c'est ta maman. Oui, là, elle joue ma mère. Ta mère. Je me dis, on se parle. Hein? Puis c'est vrai que le jeu de cartes, il me semble que c'était un crescendo, si je me souviens. C'est que ça va bien, puis à un moment donné, tu dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé? On n'est plus là. Comment ça a flippé de même? C'est comme on est en train de se parler, puis dans 2 secondes, on se crée après. Et là, on comprend tellement les dynamiques familiales. Là, on comprend d'où ça vient exactement. Tu sais, il y a des affaires du passé, c'est une petite affaire, puis ça repart. Là. Complètement. Es-tu prête au niveau rose? Oui. Sensuel et sexuel. Hey, mon Dieu, hein? Là, là-dedans, OK, donne-moi ça en 4. 4? Ben ouais. OK, attends. T'as un gros choix de réponses, là. T'as elle? Oui. Eux autres. Parfait. OK. Quelle est ta définition du désir? Hein? Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Préfères-tu séduire ou te faire séduire? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? Oh mon Dieu! Excuse-moi. Quelle est ta définition? Est-ce que la sexualité était un sujet tabou dans ma famille? Pas du tout. Préfères-tu séduire ou te faire séduire? Je réponds à cette question-là. Ouais. C'est particulier parce qu'il a vu que je suis en couple avec Nico depuis 15 ans. Ça entre un petit peu dans la définition du désir, mais ça se redéfinit beaucoup, hein, la séduction puis le désir, parce que c'est pas une chose que je vais chercher. Ça n'est plus une chose éphémère ou spontanée, sporadique. À un moment donné, c'est comme moi, je vais pas dans un événement checkant. Fait que je pense que préfères-tu séduire ou te faire séduire? Je pense que ce que j'aime dans mon couple, c'est que c'est comme une affaire qu'on se passe. Puis des fois, ben c'est plus Nico, puis des fois, c'est plus moi. Puis des fois, on fait « Hey, il me semble que là, on... » Puis, tu sais, fait que je trouve ça bien dans un couple de longue date d'être capable de encore pas jouer à ça, mais... Allumer le feu? Oui, puis, mais même, tu sais, je trouve que la séduction, c'est aussi... juste organiser une date. Oui, mais prendre soin comme de l'autre, là. Fait que dire, hey, samedi soir, j'ai réservé à tel resto, à telle heure, puis avant, on va prendre un verre là, juste nous deux, tu sais. Je trouve que ça, dans la séduction, je trouve que dans un couple, c'est comme si on devient plus limité dans la séduction, ou au contraire, ça devient plus large. Des fois, le quotidien va gober, hein? Oui, mais puis ce qu'on a appris de ce que doit être la séduction, c'est comme si on n'a pas appris vraiment c'est quoi la séduction dans un couple de longue date. Ben, t'as tellement raison, on a appris plus quand t'es célibataire. Mais oui. Séduire oui. Comme pour avoir une attirance, oui. pour attirer l'autre. Oui. Alors, l'autre, c'est pour comme alimenter la relation. Ben aussi. Oui, c'est qu'à un moment donné, c'est que dans un couple, ça fait combien de temps que t'es avec Mario? Ben, tantôt, t'as dit que t'avais 21 ans là, avec Nicolas. Ben, moi aussi, j'avais 21 ans, puis j'en ai 56. Ça fait 35 ans. C'est long, 35 ans. Ben, c'est toi qui comptais par dizaines tantôt, là, tu vois, c'est 3 dizaines plus une demi-dizaine. Ben oui, c'est ça. C'est très long. Très longtemps passé avec la même personne. Fait que, tu sais, moi, je parle de 15 ans, je me dis, non, 20 ans, mais c'est ça, hein, il y a comme quelque chose au-dessus. Je trouve que ça amène une redéfinition tout le temps. Je pense qu'à un moment donné, quand les couples durent, puis tu sais, comme on dit tantôt, il ne faut pas non plus faire durer le couple pour le faire durer. Je pense que ça, c'est important. Mais il reste qu'on tombe dans d'autres phases. Parce que moi, c'est comme si Mario, c'est toute mon histoire de vie, on dirait. Il n'y a pas de... Tu
sais, il y a pas de zone d'ombre, là. C'est-à-dire que tout a été vu. On a tellement vécu de choses ensemble, autant publiquement que dans notre maison, Ouais. sans le regard des autres. Il y a tellement d'affaires qu'on a vécues que ça peut devenir une grande richesse Mais aussi, oui, ça. mais vraiment. Tu sais, c'est une espèce de patrimoine de couple qui est super important, là. Oui. Tu sais, une référence tout de suite. Tu sais, combien de fois les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'on est en train de dire? Exact, c'est ça. Tu sais, parce qu'il y a un commentaire, on se regarde, on vient de tout comprendre. Oui, exact. Mais pour les autres, c'est OK, mais on a-tu manqué? Non, on Oui, va pas oui. manquer de bout. Ça vous avez manqué 30 ans de Oui, vie, vous avez tu sais. manqué, c'est ça, vous avez manqué nos 35 dernières années, là. Oui, exactement. Ouais. Tu sais, puis là, on est devenus papy-mamie. C'est comme on rit un peu l'un de l'autre parce qu'on se voit vieillir, Ben tu comprends? oui, C'est comme oui. ce rôle-là. Oui. Ça fait comme, regarde, on va arrêter de penser qu'on est jeune, là. Ah, Tu sais, ouais. tu sais, dans ce sens-là, parce que on se fait pas encore appeler papy ou mamie parce qu'il est trop petit, mais il y a quand même quelque chose à accepter là-dedans aussi. Puis c'est comme si on l'accepte à deux. Puis ça, je trouve ça beau Vraiment. de nous voir gaga, dire, oh, regarde la photo qu'on. Tu sais, ça ramène comme quelque chose d'émerveillement Ouais. qui fait du bien. Ah, wow. Ouais. Ben oui, c'est Moi, sûr. je trouve que ce rôle-là, ça fait ça. Ah! As-tu vu, il s'est assis toute seule, c'est pas possible. Tu sais, Ouais. ça, là, on l'avait moins, cette capacité d'émerveillement. Parce que c'est beau dans un couple, la capacité d'émerveillement. Oui. Mais dans la vie en général. Oui, Puis complètement. en vieillissant, on le perd. Puis imagine en couple, des fois. Oui. Tu sais, on décide, je pense, un jour, est-ce qu'on devient un vieux couple ou on reste un couple sans avoir le mot vieux couple Oui. dedans. Tu sais, c'est un couple qui dure, mais c'est ça. Ça fait que, comme tu dis, il faut se mettre des choses à l'agenda. Ben, il y a vraiment, en tout cas pour moi, moi je trouve que c'est une vraie chance là, de vieillir en couple. là. Tu sais, je trouve ça ben, évidemment, je le répète, là, tu sais, on le dira jamais assez, mais c'est important d'être amoureux. Je resterais jamais avec Nico si j'étais plus amoureuse de lui et lui non plus resterait pas avec moi. Ça, on est profondément amoureux, mais quand même, ça reste le couple sur la durée, c'est un choix. C'est un vrai choix qu'on fait parce que ça veut pas dire que ceux qui font le choix de se séparer, ils ont pas été assez forts, ils ont pas assez travaillé, mais reste que des fois, là, c'est comme... quand tu vas consulter, là, tu fais... ça serait peut-être plus simple d'arrêter ça, là. Mais non, parce que l'amour est là, puis la volonté de rester ensemble est là. Ça a toujours été nous deux. On s'est toujours aimés, on a toujours voulu être ensemble, même dans les passes difficiles. Puis oui, la séduction, pour moi, c'est comme... Ça s'est redéfini tout au long de ces 15 ans-là. Puis je pense que ça va continuer à se redéfinir. Puis je pense que avoir des enfants, ça doit changer complètement aussi le rapport à ça. Puis après ça, quand les enfants grandissent, puis là, quand ils partent, puis quand tu deviens grand-parent, tu sais, C'est plein d'étapes. c'est beau. C'est... Puis, tu sais, le défi des couples qui durent aussi, c'est qu'à chaque étape, on vit pas ça pareil. Non, mais non. Tu comprends? On Oui. vit pas ça pareil. Comme par exemple, le départ des enfants, on vit pas ça pareil. Ça arrive pas. On n'a pas des vies pareilles. On évolue différemment. Ça fait que c'est de ramener de retrouver les points en commun. Oui. Et ça, c'est quand même une prise de conscience qu'il faut faire. Ouais. Ça se fait pas tout seul. ça. Ben non. Tu sais, Mais des non. fois, tu peux te rencontrer. OK, là, les chemins, attends, qu'est-ce qu'on fait? Là? Parce que là, ça nous reprendrait des projets communs. Ben oui. Tu sais, moi, j'ai connu ton père en politique. Oui. Bon, écoute, moi, j'ai tellement eu du fun avec Jacques. T'es un peu délinquant, ton papa. Oui, quand même. Là. Oui. Tu sais, vraiment, là, ça a été des grandes discussions. Il y a eu beaucoup de choses. Puis il a été parent avant moi. Tu sais, puis je me souviens parce qu'il me conseillait beaucoup quand les enfants étaient jeunes. Mais pourquoi que je suis en train de parler de ton père? Attends une minute, là, je suis en train de me perdre dans... Attends, qu'est-ce qu'on a... oui, par rapport... La politique. La politique, c'est ça, tu sais, je veux dire, la politique, moi, j'étais seule quand même la semaine. Oui. Tu sais, mon Mario était à Québec, Oui. fait que j'ai connu la parentalité. C'est comme si Mario et moi, on n'a pas connu pendant des années la même parentalité. Ben non, c'est On ça. l'a connu à partir de 2009, quand on est arrivé dans la grande région de Montréal, où là, on vivait en temps réel, en même temps, tout ce qui se passait. Mais on l'a pas vécu, tu sais. Fait que ça aussi, là, c'est comme il y a une prise de conscience à dire comment on ramène ça
sur le même chemin. Vraiment. Tu sais, ça se fait pas toute seule. Il y a pas de pensée magique. Puis moi, tu sais, j'en ai parlé beaucoup avec des amis. Tu sais, c'est là que les amis viennent aider aussi. Faut oser nommer ces moments-là, puis pas penser qu'il va y avoir une magie, puis que ça va se replacer tout seul. Oui. Tu sais. Ah oui. Comment tu parles? Premièrement, c'est ça. C'est comment tu règles les conflits, comment tu parles de tes insatisfactions, mais aussi comment tu parles d'un moment plus dur. Ouais. Parce que il y a souvent... Moi, j'ai une amie en particulier, elle me parle souvent qu'elle a vécu avec son chum il y a 3 mois, une période difficile. Puis je dis, mais pourquoi t'en parles pas? Ah, je sais pas. Moi, mes amis, quand je vis une période difficile avec Nico, j'en parle à mes amis. Puis à ma mère, mettons. Puis là, je creuse, puis je réfléchis, puis comment je pourrais en parler avec Nick, puis tout ça. C'est ça qui fait qu'un moment donné, tu t'évolues ensemble, puis tu te retrouves. Moi, je dis souvent que dans un couple, il y a des moments où tu te laisses sans te le dire, puis tu reprends sans te le dire. Il y a des moments là où tu fais, puis tu t'en rends compte souvent après, mais tu fais « Aïe, on était bien pas connectés. » Ce mois-là, là, Mais tu t'en rends compte après. t'en rends compte après, pendant, tu te dis pas, hey, moi, je suis plus avec. C'est pas ça, mais il y a vraiment comme des petites déconnexions. Puis là, whoop, ça se reconnecte. Puis t'es capable, en rétrospective, de faire, OK, cette période-là, on était ensemble, mais on n'était pas vraiment ensemble. Non, puis il y a des fois, on va pas bien. Oui. Tu sais. Ah oui, vraiment. Les femmes et les hormones, là. Ah, aïe. Ben là, moi, c'est ça, là. Moi, je me dis, mon SPM, là, c'est un cauchemar, là. J'ai pas hâte d'arriver dans... Ah oui, c'est un cauchemar. Ah, Seigneur. Je suis un monstre. Un monstre. À chaque mois, tu as tes périodes de monstre. Comment tu vis ça? Ben, Tu te caches-tu? par rapport à Nico? Ouais. Oh non. Oh non. Tu y fais face? J'ai Il fait reconnaît? endurer. Oui. Il dit... Parfait. Puis là, quelques jours après... Souvent, le lendemain, je m'excuse, Nick, je suis super SPM. Oh, je sais. C'est ça, il y a cette compréhension. Oui. Là. Puis tu sais, il y a des femmes qui disent « Hey, moi, ça m'insulte assez quand mon chum, il me dit « Coudonc, t'es-tu SPM? » Je pense qu'il y a quelque chose de ce que dans certaines relations, c'est comme si c'est une façon de gaslighter un petit peu, là, tu sais, la femme, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre ou, tu sais, son émotion. Ou... Moi, dans mon couple, en tout cas, je suis contente qu'ils le sachent, là. Je suis contente qu'ils me disent « ça se pourrait-tu que là... Parce que ça me ramène, moi aussi, tu sais. Ça me fait comme, OK, je le sais que ce que je trouve vraiment grave en ce moment, je vais trouver ça vraiment anodin dans 2 jours. Je le sais. Puis si je trouve pas ça anodin dans 2 jours, on en reparlera. Mais tu sais, bien souvent, là. Fait que moi, je me trouve quand même chanceuse que mon chum, il comprenne, là, ce... Mais en même temps, tu le dis, tu t'en parles, tu le sais. Oui. Ah non, mais ça, parce que les femmes et les hormones, là, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a plein de livres décrits là-dessus. Il y a des conférences, il y a des balados. Oui. Je veux dire, c'est quelque chose qui s'empare de nous. Moi, j'avais l'impression, à certains moments, au début de ma ménopause, d'être possédée. Et c'est ça, la ménopause, ça a l'air d'un... je redoute vraiment beaucoup. Ben, c'est une transition, hein, dans la femme, c'est une grande transition, c'est la chute hormonale complète. Fait que tu peux imaginer, tu sais, comment ça prend de la place. Il y en a pour qui c'est plus fort que d'autres. Il y a des symptômes qu'on connaît pas, qu'on associe à d'autres choses alors que c'est relié à ça. Puis ça, on commence à en parler ouvertement. C'est ça. C'est que ça fait pas très longtemps là, qu'on en parle. Il y avait un tabou autour de la ménopause. Complètement. Parce que c'est une transition vers une autre étape de la vie en tant que femme. Puis on dirait que c'était comme un tabou de parler de ça. Ben, et puis aussi, tu sais, c'est un petit peu, pour bien des femmes, je pense que c'est le sentiment, et pas juste le sentiment, ce qui reflète la société, mais c'est le début de la vie invisible, là. Ah, complètement, oui. Tu sais, moi, je rêve d'écrire une série là-dessus. Sur des femmes je dirais, là, entre 50 puis 65, là. La zone, là, où tu fais... c'est parce qu'on sait pas trop, là. Parce que là, t'es comme plus la femme qu'on désire. T'es comme plus la mère. T'es pas encore la grand-mère. Fait qu'on sait pas trop qu'est-ce que tu pourrais bien être, dans le fond. Ah oui. Puis, tu sais, tu m'appelleras, je vais t'aider, je vais te donner des cues là-dessus parce que moi, je trouve que même des fois, j'étais avec du monde, puis je me sens pas entendue. Ah!
sais, quand tu dis invisible, là, mais j'avais pas ce feeling-là avant tant que ça. Ah ouais, Et hein? maintenant, puis même, je me dis, mais voyons, là, moi, j'ai pas changé, là, ma tête, elle fonctionne aussi rapidement, puis j'ai encore plein d'opinions, mais je trouve qu'il faut quand même insister plus sur certaines affaires. Mais comme tu te sens pas prise au sérieux? Un peu, oui. Il y a comme un peu, aussi, tu parles de technologie ou peu importe, tu sais. C'est comme si, ben, il n'y a pas tant, tu comprendras pas. Ben, je comprends, là. Parle-moi, puis tu vas voir comment est-ce que je vais comprendre, là. Tu sais, il y a quelque chose dans notre société qui, c'est comme c'est quoi qui pâlit. On devient en filigrane et non en... Tu deviens la petite madame. Là. La petite madame. Ah, ça, c'est dur. Ah, ça doit être très, très dur. Ah, moi, j'aime pas ça du tout. Ouais. Moi, je le dis des fois. C'est comme, non, mais c'est parce que je t'entends, là, tu sais, où je suis. Comment là, les gens réagissent? Ben, ça saisit un peu, mais c'est parce que moi, je refuse ce statut-là d'invisibilité. Je comprends. Je pense qu'à n'importe quelle période de notre vie, on doit exister. On peut pas dire pendant une période... Puis je me souviens, Jeannette Bertrand, elle a eu une période dans sa vie où personne ne la demandait pour rien, puis à un moment donné, c'est revenu, tu sais. Puis je me dis, ben non, on a quelque chose à apporter à tous les moments de notre vie. Oui, puis c'est comme si cette zone, c'est comme, t'es pas encore la grand-mère, t'es pas encore la sage. T'es comme, mais cette zone-là, c'est une zone où les femmes, pour probablement une des premières fois depuis très, très longtemps, reprennent leur indépendance. Les enfants sont souvent on reprend un plus pouvoir vieux. incroyable. Mais exact. Puis c'est comme si ça, c'est... Ben non, mais c'est ça, t'as plus une fonction, là. Là, t'as plus une fonction. T'as plus la fonction qu'on t'a donnée depuis que t'es petite. Fait que là, tu peux pas juste avoir... Ça peut pas être une affaire de carrière, quand même. Tu pourrais pas juste avoir une job. Voyons! Hey! Ouais. Oui! Alors qu'on voit là, dans les fictions des hommes là, de cet âge-là, c'est comme ça te gère un gros char, c'est VP d'une entreprise. Tu vois tout le temps des hommes de cet âge-là en pleine possession de leurs moyens. Tu vois juste des femmes qui sont des mères, des amantes, des blondes, des mères. Puis là, m'amener la grand-mère, c'est comme, on peut-tu leur donner une parole à eux autres? Absolument. Parce que c'est quand même, pour moi, je trouve, la plus belle période de ma vie. Ah! Tu comprends? Parce que moi, je suis fière de ce que j'ai fait comme mère, mais par oui. exemple. Je suis comme riche de toutes mes expériences personnelles et professionnelles. Puis en plus, j'ai du temps maintenant, tu sais, dans le sens que oui, je travaille beaucoup, mais je veux dire par choix. Puis j'ai une liberté, ma charge mentale, elle est réduite. Oui. Autant elle était congestionnée, surchargée. Hey, tu me parles de quand t'étais toute seule toute la semaine avec tes enfants, là. Avec un travail à temps plein, je vais te dire, t'as de la broue dans le toupette, là. Moi, c'est pour ça que j'ai autant d'empathie pour les jeunes familles. Oui. Parce que chaque jour est différent. Oui. Et quand il y a un virus qui embarque, écoute, t'en as pour 2 semaines à te remettre de ça. Ben oui. Il y a un soir, t'as pas envie de manger, mais il faut que tu fasses à manger, là. Tu sais, je veux dire, tu ferais un bol de céréales. Ben non, ça se peut pas. Ben non, c'est ça, tu sais, que tu décides plus de grand-chose à quelque part. Oui, tu vis des grands moments de bonheur. Tu sais, il y a plein d'affaires qui fait qu'on passe à travers ça. Mais quand tu arrives ailleurs, puis tu regardes ça, tu dis, OK, ça, je l'ai fait. Maintenant, je peux aider les autres. Ouais. Je peux donner, je peux redonner, je peux faire parler les autres. Tu sais, comme là, je pense peut-être faire de quoi pour les femmes dans la cinquantaine. Ouais. J'ai envie de les entendre. Ouais. J'ai envie qu'on libère cette parole-là qui est riche, qui est nécessaire aussi. Mais tu as raison, il y a une zone grise quand même. Ouais. Et je te dirais, c'est une zone morte, là. Une zone morte, oui. C'est la zone morte. La grande invisibilité. Moi, ça, c'est vraiment... Puis j'ai pas du tout... Je veux dire, Mais t'es pas en tout là. Non, mais ça me vient vraiment me chercher quand même. Je sais pas... Tu sais, bien, c'est sûr, je suis très proche de ma mère, ma tante. Il y a quelque chose où... Puis j'écoute puis j'aime ça, moi, être amie avec toutes les générations. J'aime ça. J'ai fait du théâtre avec, mettons, Dominique Pétain, puis on a jasé tellement beaucoup, puis elle m'a parlé beaucoup, puis il y a quelque chose, je trouve, de très, très enrichissant dans ce genre de discussion-là. Parce qu'on est, je trouve qu'à 50 ans, c'est comme si on est prête à faire décoller notre avion. On n'est pas en train de chercher une piste d'atterrissage.
Puis des fois, il y en a qui nous montrent une piste d'atterrissage. Oui. Ça, mais ça m'intéresse pas, moi, là. Moi, je suis en plein vol, là. Je vais pas atterrir, là. Hey, c'est la première fois depuis 20 ans que je dors plus que 6 heures par nuit, là. Ouais, Je pense que je suis capable d'en accomplir beaucoup. Puis que je dis, on va souper, je suis libre. Tu sais? Ah, yes! Hey. C'est ça. Ouais, moi, c'est pas que j'ai souffert mais tu sais, il y a eu beaucoup de privation au niveau de la liberté quand les enfants sont jeunes. Puis c'est normal, puis ça dure longtemps, là. Puis après ça, j'ai été proche aidante, comme plein de gens sont proches aidants de leurs parents. Ça, c'est une autre étape qui est difficile. Très difficile. Tu sais, tu conduis tes enfants à l'autonomie, tu conduis ton parent à la mort. Tu sais, je veux dire, t'es pas dans le même état d'esprit. Ça fait qu'après, tu as besoin d'oxygène, tu as besoin d'exister dans le regard des autres. Bien sûr. Tu sais, ça fait que moi, en tout cas, un jour, je vais aller faire parler ces belles femmes de 50 ans. C'est nécessaire. Oui. Dernière question, Pascal. Quel regard la petite Pascal poserait sur la femme que tu es? Oh my God, elle capoterait. Genre de bonheur. Moi, c'est drôle, souvent, je pense à moi, ado, genre 12-13 ans. Ouais. Je pense à moi, ado, quand je veux me réjouir. Parce que, évidemment, en avançant dans la vie, là, on a des opportunités, puis à un moment donné, non pas que ces opportunités-là sont pas importantes ou ont moins de valeur, mais sont un petit peu plus dans la suite des choses, tu sais. C'est-à-dire, bon, ben là, tu as écrit telle série, fait que là, tu vas avoir telle autre opportunité d'écrire une série. Tantôt, je disais, je fais pas les projets en les voyant comme des opportunités, mais il y a aussi, parfois, ça fonctionne comme ça. Puis quand je me prends, là, quand je me pogne en train de faire comme « Ah, c'est cool », je fais « Là, rappelle-toi, qu'est-ce que tu voulais quand tu avais 12-13 ans? Puis réagis pour elle. » Puis là, je me dis « C'est écœurant. C'est incroyable. » Puis je trouve ça vraiment important. Puis je le dis pas, là, je dis pas ça parce que je le fais pour vrai. Quand j'ai été prise à la LNI, là, tu sais, je veux dire, j'avais 32 ans, là, ça faisait 20 ans que je faisais de l'impro. C'était pas plus important, mais c'est sûr que c'était comme, ben oui, je suis rendue là, tu sais, dans ma carrière de joueuse, c'est. Puis je me suis rappelé, là, la Pascal de 13 ans qui faisait le line-up devant le medley, là, pendant 2 heures pour avoir la place qu'elle voulait. Puis après ça, qu'elle allait voir les Claude Legault, puis François-Étienne Paré, puis Sophie Caron, puis Edith Cochrane, puis signe-moi un autographe. Puis je revenais la semaine d'après avec mes photos développées, puis signe la photo. Puis elle, là, pour la petite Pascal qui fait le line-up 2 heures au mois de février devant le medley, s'il vous plaît, tu vas te réjouir comme il se doit. Puis ça m'aide vraiment beaucoup. Ben ça m'aide. Ça me permet de profiter des opportunités puis des choses qui m'arrivent sans avoir envie de faire « Oui, mais tu sais, c'est pas... » Non. C'est gros. C'est correct d'être fier. Puis il faut. Puis ça me permet aussi... Puis ça, je sais qu'on parle beaucoup de privilèges, puis nanana, mais moi, je trouve ça important de le reconnaître, puis ça me permet de le mesurer, mon privilège, puis de me dire ce que tu voulais, ce qui te semblait inatteignable, et pourquoi aussi tu as décidé de ne pas faire ça parce que ça te semblait trop inatteignable. Puis finalement, tu es revenu à ça. C'est en train de se passer, c'est vraiment important. Puis c'est important que tu le reconnaisses. Puis je pense que c'est une affaire qui me permet, de me réjouir, mais aussi qui va m'empêcher de tomber dans le cynisme ou dans... Être blasé. Être blasé puis tenir les choses pour acquis. Ça, c'est une affaire que je fais. Mais la fierté, là... Ouais. À un moment donné, j'avais parlé de ça. Je suis allée dans une émission, je pense que c'était à Bien à l'époque avec Saskia Sio, puis j'avais parlé de la fierté. Parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'ose pas assez nommer, qu'on n'ose pas assez s'attribuer. Ouais. Puis il y avait un Français qui était derrière le backstage, qui était en arrière du décor. Puis quand j'ai fini, il m'a dit, vous parlez de fierté, il dit, au Québec, c'est fou, personne ne parle de fierté. Il dit, j'ai l'impression que les Québécois ont de la misère à être fiers. Peut-être parce qu'on a l'impression de se vanter, tu sais, tantôt t'en as parlé, mais reste que la fierté, moi, je trouve que c'est la différence entre marcher les épaules par en dedans puis les épaules ouvertes à l'autre. Oui. C'est une colonne à l'intérieur, la fierté. Mais moi, je pense que c'est ça. Je crois que les gens se disent que exprimer leur fierté, ça témoigne d'un manque d'humilité. Ouais. Alors que pour moi, ça va tellement pas. C'est tellement 2 affaires. Puis je peux être extrêmement fière
de ce qui se passe dans les derniers mois, tout en reconnaissant que ça se serait jamais passé si Guylaine Tremblay, France Baudouin, Marie-Hélène Lorrain, André Béraud chez Radio-Canada, Raphaël Ouellette, le réalisateur de Veille sur moi, Louis Morissette, François Saint-Amand, tout ce monde-là. Sans ces gens-là, ça se serait pas passé. C'est vrai. Tout comme ça se serait pas passé, peut-être, sans Anne Laplante, ma prof de 5e année. Je trouve je peux être fière de moi tout en reconnaissant l'importance du travail d'équipe, puis tout en reconnaissant que ça n'aurait pas fonctionné sans toutes les personnes qui m'entourent. Puis en même temps, tu as eu cette intelligence-là de prendre ce qu'ils t'ont donné. Tu comprends? C'est-à-dire que chaque personne qui t'a comme guidé à quelque part un moment dans ta vie, tu as été capable de capter ça. Oui. Et de le faire. Oui, maintenant que je suis... Mais il n'en reste pas moins que dans le présent, là, une série, là, Veille sur moi. Mais ils ont cru en toi. Oui, mais non seulement ça, mais ce sont des œuvres collectives. Ouais. On parle souvent là, d'une série une série mettant en vedette telle personne. Pour moi, là, une série, n'importe quoi, il y a des équipes derrière. C'est vraiment une œuvre collective. Puis, je le dis pas avec fausse modestie, c'est la pure vérité. Quand tu écris une série, là, le nombre de personnes qui te donnent des commentaires sur tes textes, là, c'est comme la script éditrice ou le script éditeur, producteur, diffuseur, réalisateur. Il y a des gens là, qui te donnent des notes énormément. C'est pas vrai qu'on l'écrit tout seul. Même quand on l'écrit tout seul, c'est pas vrai qu'on l'écrit tout seul. Fait que c'est comme si... Ouais, c'est ça. Pour moi, je trouve qu'il y a moyen d'être fier de soi puis de profiter de ce qui se passe puis de se sentir à sa place. Sans écraser les autres. Ouais, sans pour autant faire comme si je m'étais rendue là tout seul, parce que ça, c'est l'affaire la moins vraie. Mais tu sais, cette question-là, je la trouve tout le temps intéressante parce que du regard de la petite Pascale, c'est là qu'on voit le chemin qu'on a fait. Mais c'est sûr, ben oui. Y a-tu déjà quelqu'un qui t'a dit « Ah, ce serait tellement triste? » Non, mais il y a peut-être personne qui a osé le dire. Remarque s'ils l'ont ressenti, mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui... Parce que je pense qu'on va aussi là où on est fier. Mm-hmm. Tu sais, dans cette sphère-là de ma vie, l'enfant serait fier de ça. Parce que toi, tu as réalisé ton rêve, c'est quand même... Oui, ben oui. C'est quand même incroyable. Ben oui. Ouais. T'étais toute jeune, puis t'as déjà réalisé ça. Ouais, c'est drôle parce qu'il y a, je pense, 2 ans, j'ai donné une entrevue, je sais plus, c'était peut-être à Émilie Perrault, puis je disais que ma mère m'avait dit, elle m'avait demandé, ce serait quoi ton rêve? Puis j'avais répondu, écrire une série puis jouer dedans. C'est fou quand même. Là, ça serait quoi ton rêve? En as-tu d'autres? Hey, mon rêve, ça serait que ça continue comme ça pour des années. Je vois la précarité de notre milieu, là. Puis je me dis, sincèrement, si je pouvais avoir ce genre de vie professionnelle, personnelle, intime, familiale, si ça pouvait être ça pendant des années, là, je serais comblée. Je rêve pas d'ailleurs. Je rêve pas de faire carrière en France, aux États-Unis, pas du tout. Je rêve de faire... C'est de ça que je rêvais. T'es dedans ton rêve. Je suis dedans mon rêve. Fait que mon tu rêve, veux pas te réveiller. Non, c'est ça, pour vrai. C'est vraiment beau, ça. Oui, c'est vraiment ça que j'aime. Une grande période de vie. Oui, une belle période. Mais en tout cas, j'espère que tu ne te réveilleras pas tout de suite parce que nous, on bénéficie de tout ce que tu fais. Non, mais vraiment, si je l'ai dit en partant, mais je trouve que t'es belle à voir aller. Puis partout où je te vois, on dirait que ça fait OK, wow. T'as beaucoup de pertinence. T'as beaucoup de choses à partager. Tu sais, tantôt, tu l'as dit, quand t'étais petite, tu parlais beaucoup, mais tu réfléchis aussi beaucoup. Oui. Cela dit, moi, parfois, je trouve que j'ai pas grand-chose à dire. Sincèrement. On dirait que j'ai des affaires à raconter sur moi, mais je trouve que je suis pas une personne avec tant de points de vue sur la vie, sur la politique, mettons, sur la société, tu sais. Puis des fois, je me dis... Ouais, des fois, je trouve que j'ai moins de choses à dire. Mais, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, moi, quand je t'entends, je trouve tout. En tout cas, j'ai adoré jaser avec toi. Mais, chose certaine, j'adore jaser. Ça, j'aime ça. Mais ça paraît. Ben, j'aime ça. Je suis une placoteuse. Moi, je suis pas en train de parler au téléphone. Il y a quelqu'un chez nous.
Est-ce que tu parles à ta mère tous les jours, par exemple? Pas tous les jours, mais pas mal. Mais on a comme des passes. Une journée, mettons, on va s'appeler 7 fois, puis là, on se parle pas pendant 3 jours. Puis là, oui, c'est très... Mais tu sais, des fois aussi, on se parle au téléphone pendant qu'on écoute quelque chose. Tu sais, il n'y a pas vraiment de routine là, à ce niveau-là. Moi, je suis pareil avec ma fille. Ah oui, c'est ça. Là. On se texte pendant qu'on écoute la télé pour dire qu'est-ce qu'on est en train de penser. Exact, là. exact. Ça, c'est drôle. Les relations mère-fille. C'est ça. Hey, ben, merci, Pascal. Merci de l'invitation. C'était vraiment le fun. Vraiment, ça a été un grand plaisir. Puis continue d'être qui tu es. C'est fascinante. On va pas lâcher. J'ai même pas utilisé mon joker. Ben non, Colin, je pensais que tu allais l'utiliser. Tu n'y as même pas pensé, on dirait. Mais non, il n'y avait rien qui me... Mais non, mais tu étais toute en grande franchise et honnêteté. Tout a bien été. Je pense qu'il n'y a pas de question piège. Non, pas plus vraiment ici, non plus. Là. Il y a des fois, il y a des journées, il y a des gens qui se sentent moins à l'aise d'aller. Oui. Tu sais, on n'est pas pareil d'une journée à l'autre. Alors, c'est peut-être. Mais on dirait que c'est même plus compromettant. Pas compromettant, mais incriminant de dire comme Joker, c'est ta question. Là, c'est comment qu'est-ce qu'elle avait? Pourquoi t'as mis un Joker? Pourquoi t'as mis un Joker? Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on pourrait se poser cette question-là. Alors, ben merci tout le monde. Merci, Pascal. On se dit au prochain podcast. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.